On a laissé passer le petit quart d'heure. Chez moi, on dit le quart d'heure sartois. Mais ici, je ne sais pas ce qu'on dit exactement. Donc, on va commencer la réunion et puis les gens vont arriver au fur et à mesure, compte tenu de la distance. Puis je crois qu'il y a quelques problèmes de métro. Mais on va commencer la réunion pour ne pas prendre trop de retard. Voilà. Donc, je passe la parole à notre hôte, que je remercie de son accueil d'ores et déjà. Mais j'aurai l'occasion de le refaire, évidemment. Et je lui passe la parole pour un petit mot d'introduction. Bonsoir. Moi, je remercie Géraud Guibert, que j'ai le plaisir de retrouver d'ailleurs après des années ce soir, d'avoir choisi ce palais de la Porte Dorée pour tenir la première réunion fondatrice de la Fabrique écologique. Moi, je voudrais juste, je suis le directeur général de cet établissement, je voudrais juste vous dire quelques petits mots parce que c'est important de comprendre l'endroit où on se trouve. Donc, vous êtes ici dans un palais chargé d'histoire puisque s'il est considéré comme le plus beau palais art déco de France, ce palais a été construit par l'IOT pour l'exposition coloniale en 1931. L'histoire de ce palais, c'est un peu l'histoire des relations, de la vision que la France a de ses relations culturelles avec le monde, puisque en 1931, il s'agissait de montrer la plus grande France, comme on l'appelait à l'époque, qui couvrait toute la planisphère. Tout à l'heure, vous irez dans l'aquarium et vous verrez les cartes qui représente l'Empire français en 1931. Et l'IOT pensait que l'Empire français, c'était aussi les mers. C'est la raison pour laquelle il a construit, et c'était très techniquement compliqué à l'époque, il a fait construire dans les sous-bassements un aquarium que vous allez pouvoir visiter après la réunion. Aquarium qui est un des plus anciens existants, puisqu'il date donc de 1931. Il est plus ancien que le zoo de Vincennes. Il fonctionne toujours et il a survécu à toutes les histoires successives de ce bâtiment, à l'histoire controversée. Donc ce bâtiment, il a évolué avec l'évolution des politiques culturelles et des relations au monde, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu le musée de la France d'Outre-mer. Malraux, en 1961, l'a rattaché au ministère de la Culture. Avant, il dépendait du ministère de l'Outre-mer. Et on a fait un musée des arts d'Afrique et d'Océanie, pour affirmer à la fois que toutes les cultures avaient vocation à accéder au rang d'art et que ces cultures devaient être universellement partagées. Les collections de ce musée qui a fonctionné pendant 40 ans sont aujourd'hui parties au musée du Quai Branly. Et donc en 2003, quand le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé de créer un musée consacré à l'histoire de l'immigration, c'est un peu naturellement que ce lieu a été choisi. Et donc, ce palais historique abrite désormais un musée d'histoire de l'immigration dont la mission est de changer les représentations en France sur l'immigration en démontrant tout simplement qu'un quart des Français sont issus de l'immigration aujourd'hui et que ça fait partie tout simplement de l'histoire commune. Je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas l'objet de la réunion. Si ça vous intéresse, vous pourrez prendre tout à l'heure de la documentation sur le musée d'histoire de l'immigration. Et quant à l'aquarium, je ne le présenterai pas puisque M. Hignette, qui est ici le directeur de l'aquarium, et Dominique Duché vont tout à l'heure vous emmener à l'étage inférieur dans cet aquarium qui abrite des milliers d'animaux vivants et des collections formidables que vous aurez, j'espère, l'occasion d'apprécier. C'est une façon de rappeler, et je conclurai là-dessus, que souvent quand on parle de développement durable, on oublie la culture et c'est un élément qui est à mon avis très important. Et puis ici, nous travaillons dans les étages sur la diversité culturelle et en dessous sur la biodiversité des milieux aquatiques. Et bon, on peut penser que les immigrés et les poissons, ça n'a absolument rien à voir. Alors d'abord, ça a à voir parce que finalement, ce bâtiment, c'est l'histoire qui a fait ses usages actuels. Et ça a à voir parce que finalement, ce sont des grandes thématiques qui se posent aux sociétés d'aujourd'hui et dans lesquelles nous essayons de donner des clés aux visiteurs et notamment aux enfants qui viennent très nombreux ici pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Donc je vous souhaite, même si vous n'êtes plus des enfants, de passer un très bon moment ici et que ça vous ouvre un peu aussi sur ce monde. Bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup de votre accueil. Donc, la soirée va se dérouler de la façon suivante. On va d'abord vous présenter en quelques mots la Fabrique écologique. Je vous dirai quelques mots, entourés d'ailleurs des membres du conseil d'administration de la Fabrique écologique, de toute l'équipe. Il y aura ensuite 2 vidéos qui vous seront présentées sur des personnalités qui ont voulu s'exprimer et qui soutiennent la réflexion et la démarche de la Fabrique écologique. Et puis ensuite, nous aurons donc la table ronde. C'est ce qui a été souhaité depuis la création de notre association. Il a été créé que le premier événement public, qui est ce soir, donc, soit consacré au premier travail de fond publié par la Fabrique écologique. Et la Fabrique écologique a donc publié aujourd'hui la première note sur la décentralisation énergétique qui vous a été distribuée à l'entrée. Et donc, le sujet donnera lieu à une table ronde avec un certain nombre de personnalités comme annoncé. La soirée sera conclue par un cocktail qui sera donné dans l'aquarium, dont on vous indiquera le chemin qui sera, je crois, en descendant dans l'aquarium de Paris. Voilà donc le programme. Et donc pour commencer, je vais appeler les membres du conseil d'administration qui sont dans la salle à me rejoindre. David Lefranc, Denis Pingot, Lucille Schmitt. Vous pouvez venir, Benjamin Thibault, Génie Jousmet évidemment, Isabelle Vera-Masson va nous rejoindre, elle est en retard, Flore Berlingen qui nous rejoint aussi sur le plateau, Nicolas Blanc, Marine Charles, Jean-Luc Paola Degialoni qui est excusé, qui est absent, qui est en déplacement professionnel, Guillaume Duval qui est excusé, Martin Guépéraud qui sera en retard, Emmanuel Mermet, que j'ai vu, Maximilien Rouher, que j'ai vu aussi, à ma gauche, qui est là, Gaël Viervoulet, qui sera en retard, Yann Werling, qui doit venir, mais qui n'est pas encore là, et enfin, Génie Jousmet. Vous avez là, représentant l'équipe de la Fabrique écologique, une partie de l'équipe, car je voudrais souligner la présence dans la salle de responsables thématiques, dont certains ont joué un rôle important dans la constitution de la Fabrique écologique. Je voudrais citer par exemple Marie-Caroline Lopez, que j'ai vu tout à l'heure dans la salle, Dominique Östland, Sébastien Delpont, Jean-Claude Andréini, toute une série de responsables thématiques qui ont joué un rôle et qui continuent à jouer un rôle important dans la construction de cette aventure. Et évidemment, je ne parle pas ici, mais je pourrais en parler longuement, de l'ensemble des membres du conseil d'orientation que nous avons réunis, qui sont les personnalités qui soutiennent la Fabrique écologique. Vous le savez, la liste figure d'ailleurs sur notre site, que nous avons réunis au mois de juillet, et une réunion très, très positive, et qui soutiennent la Fabrique écologique. Je voudrais simplement ce soir faire part des excuses et des regrets de 3 personnalités, Chantal Joanneau, Michel Rocard et Corinne Lepage, qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre, mais qui soutiennent parfaitement notre démarche, parmi beaucoup d'autres, car je vois dans la salle toute une série de membres du conseil d'orientation de la Fabrique écologique. Je ne vais pas tous les citer, mais j'en vois beaucoup. Je voudrais enfin remercier évidemment les partenaires de la Fabrique écologique, qui je crois sont tous représentés ce soir, la Caisse des dépôts, le Crédit coopératif, Fortum, RTE, France Énergie Éolienne. Vous voyez, je prends mon papier pour éviter d'en oublier. Et enfin, Reed Smith, et je l'ai dit, le Crédit coopératif. Et je remercie aussi Abdelhaï Sou de Randstad qui soutient la démarche de la Fabrique écologique et qui nous permet de fonctionner. Je vous représente les personnes qui sont là pour ceux qui n'ont pas bien visualisé. Donc vous avez Flore Berlingen. Je ne présenterai pas ce qu'ils font, mais ils font souvent des choses absolument passionnantes, tous dans le domaine de l'écologie. Et donc je vous renvoie simplement à notre site. Ce serait un peu long de t'expliquer tout ce qu'ils font, l'écologie au sens large, mais ils font tous des choses absolument passionnantes. Et donc je vous renvoie à notre site pour savoir quelles sont ces personnalités. Vous connaissez Génie Jousmet, qui est la directrice opérationnelle salariée de la Fabrique écologique, et que je remercie car c'est largement grâce à elle qu'on a pu organiser cette soirée de ce soir. Benjamin Thibault, donc, qui est le secrétaire général de la Fabrique écologique, David Lefranc, vice-président de la Fabrique écologique, Lucille Schmitt, vice-président, Maximilien Rouher, membre du conseil d'administration et extrêmement actif
en particulier dans toutes les réflexions que nous avons eues en amont sur la méthodologie de travail de la Fabrique écologique. Denis Pingot, vice-président de la Fabrique écologique, qui nous aide beaucoup sur la communication. Nicolas Blanc de la Caisse des dépôts, qui est membre du conseil d'administration. Et enfin, Emmanuel Mermet. À chaque fois, j'ai peur de me tromper, c'est pour ça, compte tenu des homonymies. Emmanuel Mermet, qui est responsable à la CFDT et qui a rejoint le conseil d'administration depuis le mois de septembre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire en notre nom à tous. Vous voyez que c'est un travail d'équipe que nous essayons de faire depuis la création. Et finalement, on a franchi les étapes assez rapidement, puisque, je vous le rappelle, on a créé l'association au mois de mars. On a lancé les premiers groupes de travail au mois de mai. Aujourd'hui, il y a donc 11 groupes de travail qui travaillent dans le cadre de la Fabrique écologique. Nous avons réuni le conseil d'orientation au mois de juillet. Et donc, ce soir, nous lançons et nous publions la première note de la Fabrique écologique. Il y en a d'autres qui suivront, puisque nous souhaitons avoir un rythme de publication de notes d'environ de 6 à 8 notes par an. Et donc, il y a toute une série d'autres notes qui suivront et qui seront issues des groupes de travail. Qu'est-ce qui finalement est important pour nous et qu'est-ce qui nous rassemble dans cette aventure, sachant qu'on est tous, vous pouvez le constater de qu'à cette tribune, et puis quand vous regardez, y compris la liste des gens qui travaillent, qui sont des gens extrêmement divers sur tous les plans professionnels, politiques, associatifs ou autres. Qu'est-ce qui finalement nous rassemble ? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses qui nous rassemblent. La première chose, c'est que nous pensons tous que l'écologie est un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés et de leur économie, et y compris pour la création de richesses et d'emplois. Ça, je crois que ça rassemble tous les participants de cette aventure de la Fabrique écologique. Et la deuxième chose qui nous rassemble, c'est que le débat sur l'écologie a un besoin évident d'être relancé, non plus seulement sur les slogans, mais sur des propositions concrètes, structurelles, et qui prennent en compte les contradictions avec l'économique et le social qui, évidemment, existent dans différents domaines. Voilà les deux choses qui nous rassemblent, et c'est à partir de là qu'on a voulu créer cette future fondation, association aujourd'hui, future fondation, dans une démarche qui a 4 grandes caractéristiques que je voudrais vous rappeler en quelques mots. La première caractéristique, c'est que c'est une association totalement transpartisane et pluraliste. Il y a transpartisane, ce qui veut dire qu'il y a des responsables politiques dans l'association, dans les instances de l'association, au conseil d'administration, au conseil d'orientation, mais des instances, des responsables politiques qui sont de tous les bords, disons, des partis politiques de l'arc républicain. Et pluraliste, puisqu'il n'y a pas évidemment que des responsables politiques, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a aussi des syndicalistes, il y a aussi des membres d'associations, des membres d'ONG, et donc c'est vraiment la volonté d'avoir une approche transpartisane et pluralisme. La deuxième chose auquel nous attachons beaucoup d'importance, c'est une totale rigueur dans les travaux que nous publierons. J'espère qu'on y a réussi dans cette première note, mais en tout cas, il y a une volonté très forte qu'il y ait une totale rigueur avec une procédure de validation qui est extrêmement sérieuse et rigoureuse, qui d'ailleurs est décrite sur notre site, qui est décrite aussi en avant-propos de la note qui vous a été distribuée, et qui permet, je veux dire, et on pense que c'est très important pour le débat public sur ces sujets, qui permet de pouvoir faire des documents de référence sur ces sujets et qu'on ne puisse pas se contester leur qualité ou leur pertinence, en tout cas dans l'analyse. Le troisième élément qui nous rassemble et qui est une caractéristique de la Fabrique écologique, c'est la transparence. Nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets, grâce d'ailleurs à plusieurs d'entre nous ici, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtront. Transparence à la fois vis-à-vis des partenaires, c'est tout à fait logique et normal, avec une charte éthique vis-à-vis des partenaires, mais aussi transparence avec des obligations de déclaration d'intérêt pour les membres des conseils d'administration et pour les signataires des notes qui seront publiées. À vrai dire, on en avait les uns et les autres tous un peu assez de ces notes ou de ces travaux qui est publié avec un nom en bas de page sans savoir qui était cette personne et en découvrant quelques semaines ou quelques mois plus tard que cette personne avait en fait des attaches assez fortes avec tel ou tel groupe d'intérêt sans qu'évidemment on le sache en lisant la note.
Quatrième et dernière caractéristique, c'est une approche collaborative. Là aussi, c'est dès le départ un élément clé de la fondation de la Fabrique écologique. Une approche collaborative, c'est-à-dire que tous les projets de notes, le projet de notes qui vous a été distribué le premier, sera mis sur Internet et ouvre une période de 2 mois dans laquelle tous les internautes pourront amender la note, faire des propositions d'amendement, faire des propositions de correction, faire des suggestions. Et ensuite, évidemment, le groupe de travail qui a piloté cette note prendra en compte ou ne prendra pas en compte, en fonction de ces discussions, les amendements proposés et les intégrera dans la note pour arriver à un produit final dans lequel l'ensemble des gens qui ont contribué seront cités. Voilà, je voudrais rappeler simplement les activités. Aujourd'hui, 11 groupes de travail, 6 à 8 notes par an mises à disposition de tous, évidemment, gouvernement, responsables de partis, forces économiques et sociales, en souhaitant, et c'est ce qu'on souhaite les uns et les autres, que l'immense majorité, que tout le monde puisse reprendre les propositions que nous faisons pour les porter ensuite et pour les mettre en œuvre. Je vous le dis tout de suite, nous sommes en train de réfléchir, compte tenu de la montée en puissance très rapide de notre association, nous sommes en train de réfléchir, y compris dans l'année 2014, sur ce socle qui sera la publication des notes, à partir de là, à d'autres initiatives, disons sans doute plutôt à partir du mois d'avril, à d'autres initiatives pour développer notre réflexion et la portée et la pertinence des initiatives que nous prendrons. Voilà, je voudrais simplement conclure en disant que vous êtes tous évidemment les bienvenus dans cette aventure. Vous êtes tous les bienvenus si vous souhaitez bien entendu être informés. C'est pas très difficile, il suffit de vous inscrire sur le site internet. Vous êtes tous évidemment les bienvenus pour participer à nos travaux et à nos débats comme ce soir, mais il y aura d'autres occasions. Nous allons prendre des initiatives pour multiplier les débats, en tout cas à partir du milieu de l'année 2014. Vous êtes aussi les bienvenus pour être intégrés dans des groupes de travail présents et à venir. Notre équipe ici est ouverte. S'il y a des gens qui veulent venir travailler, ils sont les bienvenus. C'est le travail qui compte dans la Fabrique écologique. Donc voilà, la règle est assez simple. Elle est ouverte. Les groupes de travail sont eux aussi ouverts. L'initiative de faire des groupes de travail est aussi ouverte. Et donc vous avez toute possibilité pour venir y travailler et venir faire des propositions. Voilà, merci beaucoup de votre présence ce soir. Je remercie beaucoup l'ensemble des gens à la tribune, bien entendu aussi. Et maintenant, nous allons passer donc aux 2 vidéos. Je vous le dis tout de suite, donc il y a une première vidéo qui est la synthèse des différentes interventions de personnalités du conseil d'administration. Et la deuxième vidéo, nous avons invité le ministre de l'écologie à venir participer à nos travaux ce soir sur la décentralisation énergétique. Il s'excuse, mais malheureusement, il ne peut pas, il a des contraintes d'agenda, il ne peut pas venir, mais il a beaucoup souhaité enregistrer un message vidéo à votre attention, et donc ce sera la deuxième vidéo qui sera projetée, et puis ensuite nous passerons à la table ronde. Voilà, merci beaucoup. Si j'ai accepté de participer à la Fabrique écologique, c'est parce qu'on a besoin de relancer un message écologique fort et qu'on ne peut pas le faire dans des clivages partisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'important, c'est de montrer qu'il y a tout un ensemble de personnes issues de milieux très divers qui disent la même chose et qui donc sont capables de s'unir pour relancer la question politique de l'écologie. Le manque du côté de l'écologie, il est cruel. Enfin, il se fait ressentir sous tous les gouvernements. Et je pense qu'on ne peut plus faire l'économie de ça, en fait. D'ailleurs, je ne me sens pas du tout écologiste. Je ne savais pas que j'étais écologiste. On m'appelle écologiste. Ah bon, très bien, j'accepte le terme, mais c'est plutôt, je suis pleine de bon sens, il me semble. Pour moi, transpartisan, ça ne veut pas dire apolitique. J'attends de la Fabrique écologique qu'elle soit politique au sens noble du terme, qu'elle permette d'identifier les axes, les stratégies par lesquelles une société change, sans laisser personne de côté, en prenant en compte les préoccupations de chacun des acteurs. J'ai accepté d'entrer au conseil d'orientation de la Fabrique écologique avec enthousiasme et dans une colère. Je me sens écologiste depuis très longtemps. Ma colère va contre la superficialité du débat et contre la limitation de l'écologie en France à des contraintes, à des batailles de principes, à des échanges de mots et même d'insultes, je parle du nucléaire, sans entrer dans le détail, et en l'associant très rarement, sinon jamais, à des propositions détaillées, précises, concrètes. Il y a une urgence
à densifier et préciser la pensée écologique et la réflexion écologique en France? Je crois qu'elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où le débat sur les questions écologiques me semble insuffisant. Et il est insuffisant en partie parce qu'on a soit des gens qui interviennent sur un registre très technique ou d'autres sur un registre uniquement politique ou idéologique. Et il me semble qu'un des enjeux pour moi de la fabrique écologique, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait une rencontre entre peut-être des éléments qui sont des éléments de vision d'un modèle de développement, mais aussi d'être capable de traduire ça sur un plan technique. Alors la démarche scientifique que la fabrique écologique propose est tout à son honneur. Je pense qu'il est important d'avoir des études de qualité faites par des experts qui connaissent très bien leur sujet pour pouvoir avoir des solutions précises et concrètes et qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc la pluralité et la multidisciplinarité qui est de mise dans la fabrique écologique est un gage de son succès futur. Il me semble tout à fait naturel, compte tenu de l'engagement du groupe Caisse des dépôts sur ces sujets, qu'il accompagne l'initiative de la création de la fabrique de l'écologie, fabrique écologique, excusez-moi, parce que c'est une initiative transpartisane et parce que c'est une initiative qui est, comment dire, orientée action. Et à ce titre, je pense que ce partenariat est parfaitement justifié. Il faut qu'on soit opérationnel, qu'on soit concret, qu'on parte d'exemples, parce que la transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui doit venir, c'est quelque chose qui vit aujourd'hui, mais de façon très inégale. Certaines associations, certaines entreprises, certaines communes, certains citoyens, de par leur mode de vie de tous les jours ou par leur dynamisme associatif, créent les conditions d'une transition énergétique ou écologique là où ils sont. Si la fabrique, elle est capable de capitaliser, de parler à ceux qui font, de parler des bonnes pratiques, et de les répandre sur l'ensemble de la France en termes d'aura, en termes de valorisation, je pense qu'on aura fait un grand pas. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'être transpartisan. C'est extrêmement important. Les politiques, sans quoi, vont oublier l'écologie. Les élections approchent, il y a toujours quelque chose en économie qui fait qu'on n'a pas le temps de penser à l'écologie. C'est extrêmement important qu'on dépasse ces frontières politiques et qu'ensemble, des écologistes de droite, de gauche, du centre, affirment en même temps des demandes de politique publique communes auxquelles ils auront réfléchi. Bonjour à tous. Je ne peux hélas être avec vous ce soir pour le lancement de la fabrique écologique. Je le regrette vivement, mais je voulais être présent d'une certaine façon et vous dire ma satisfaction de voir cette belle initiative naître. Cher Géraud, félicitations à toi, car je sais que c'est un projet collectif, mais je sais aussi combien ce projet t'a tenu et te tient à cœur. Et je veux d'ailleurs profiter de l'occasion pour te dire, mais tu le sais parce que je te l'ai déjà dit, combien ton rôle a été déterminant dans ma prise de conscience de l'importance de l'écologie et de l'écologie politique. Tu as éveillé nombre d'entre nous à ces questions-là et j'en fais partie, je voulais le dire ce soir. Fabriquer de la pensée écologique, il n'y avait d'abord que toi pour imaginer ce concept. Une pensée écologique qui soit partagée, qui soit dense, qui soit innovante avec des méthodes ouvertes sur la société et sur ses contradictions, mais aussi sur ses aspirations. C'est une mission de salut public, j'ose employer la formule. Ce n'est pas une mission facile, je suis désormais bien placé pour le savoir. Se confronter aux contradictions réelles ou apparentes entre l'urgence et l'éternité, entre les besoins sociaux urgents de nos concitoyens et notre responsabilité collective de préparer l'avenir, d'imaginer un nouveau modèle de développement, entre parler de 2100 et parler du 15 du mois, les contradictions, nous les connaissons. Je sais que vous allez vous appuyer sur des élus de tous les partis, sur les chercheurs, sur les experts, sur celles et ceux qui au quotidien, localement, mais aussi parfois à grande échelle, inventent ce nouveau modèle dans les territoires.
Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si le premier travail dont il est question ce soir, au-delà du lancement de la fabrique, traite de la décentralisation énergétique. Je veux le dire ici, la décentralisation énergétique, c'est une clé de la réussite de la transition énergétique. La loi de transition énergétique, puisque j'en parle, qui est le fruit du débat national qui s'est déroulé pendant plus de 8 mois dans tout le pays, dans tous les territoires, sera une des lois les plus importantes du quinquennat, a dit le président de la République lors de la 2e conférence environnementale. Elle sera discutée au Parlement l'année prochaine. Et parmi d'autres thèmes, elle comportera des dispositions ambitieuses pour que les collectivités locales, notamment les régions, aient davantage de pouvoir en matière d'énergie. C'est évidemment fondamental si l'on veut que les ressources soient allouées le plus efficacement possible, si l'on veut que les énergies renouvelables trouvent une place de plus en plus importante dans notre mix énergétique. Bref, si l'on veut que nous réussissions ensemble cette indispensable transition énergétique qui est aussi synonyme à terme de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Je compte donc m'appuyer sur la fabrique pour alimenter le débat public et nos réflexions sur l'économie circulaire, sur l'eau, la biodiversité, sur l'articulation entre le redressement de notre pays et l'écologie, sur les transports, sur le climat, sur le dialogue environnemental. En un mot, je veux fabriquer avec vous. Ensemble, nous mènerons la bataille culturelle parce que c'est une bataille culturelle qui oppose les tenants d'un monde ancien à celles et ceux qui pensent que l'honneur et même peut-être la noblesse de la politique est aussi et même avant tout de préparer un avenir différent. Je suis dans ce camp-là, définitivement, et grâce à vous. Et vous pourrez compter sur moi pour mener ces batailles et réussir avec vous cette pédagogie. Je souhaite donc bon vent à la fabrique écologique et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Merci. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je pense que c'est une belle réussite et ça prouve l'intérêt de la société française pour les questions écologiques. Et je pense aussi pour l'approche qui est la nôtre d'être transpartisan et vraiment d'influencer les politiques publiques, mais sans les engager forcément sur un plan idéologique. Pour donc notre première réunion vraiment officielle et plénière, nous avons voulu la coordonner avec la présentation de notre première note que Géraud va vous présenter. Et avant de donner la parole, peut-être vous présenter les 6 personnes qui sont autour de moi très rapidement. Je pense que vous avez un panel là très très riche qui va pouvoir réagir sur la note de Géraud et les propositions qui sont portées par lui et par son groupe de travail. Donc en premier lieu, Laurence Rossignol. Vous avez des politiques, Laurence Rossignol, Monsieur Pelletier, Jean-François Caron, Madame Rossignol en premier lieu, donc la seule femme du panel, malgré notre volonté de faire jouer la parité. Et une fois n'est pas coutume, les prochaines réunions, vous verrez beaucoup plus de parité dans les panels que nous organiserons. Donc, Madame Rossignol, sénatrice de l'Oise, vous avez une brillante carrière politique et vous êtes vous-même très implantée au niveau local, à Compiègne pendant très longtemps comme conseillère municipale, mais aussi en tant que vice-présidente de la région Picardie. Monsieur Le Pelletier, vous avez été à peu près élu à toutes les fonctions politiques. Je pense qu'il doit manquer député européen et vous avez en particulier été ministre de l'écologie, donc ce que vous avez vraiment appliqué au premier plan, la bataille pour l'écologie, et vous l'appliquez au quotidien dans votre ville de Bourges. Monsieur Caron, vous êtes à la fois conseiller régional, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, maire de Los-en-Gohelle. Et pour les gens ici présents, je pense que ça peut signifier beaucoup, puisque vous êtes un petit peu in vivo, on va dire, une expérience sur ce qu'on peut faire au niveau local pour essayer de mettre en avant le développement durable, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Vous avez le pôle de compétitivité économie circulaire et Jérémy Rifkin, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'actualité, est venu chez vous il y a une dizaine de jours pour voir in vivo ce qui se passait, comment ces idées s'appliquaient, et il en a été très impressionné d'après ce que j'ai pu lire. Vous avez aussi 2 représentants, on va dire, qui connaissent à la fois l'entreprise, qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, mais qui connaissent très bien l'État. Monsieur Bourreau, qui aujourd'hui est le fondateur d'une société éolienne, dont le nom m'échappe, EOL Avenir Développement. Mais vous avez aussi travaillé pendant une vingtaine d'années du côté du public, que ce soit à la Caisse des dépôts ou bien dans le soutien de l'innovation, en particulier pour les jeunes entreprises innovantes, et en particulier aussi dans le développement de projets de transport urbain et des projets d'aménagement. Monsieur Maillard, vous êtes le président de RTE, le réseau de transport d'électricité, donc je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur la décentralisation énergétique.
mais vous êtes aussi un très bon connaisseur de l'État. Sans revenir sur tous les points de votre carrière, vous avez été en particulier directeur général de l'énergie et des matières premières, ce qui vous a donné comme rôle d'être le représentant du gouvernement à la Commission de régulation de l'énergie, mais aussi à l'Agence internationale de l'énergie que vous avez présidée en 2002 et 2003. Enfin, pour finir, mais pas de nom des moindres, Monsieur Pierron, vous êtes le représentant syndical ce soir à cette table. Vous avez une brillante carrière syndicale derrière vous, en particulier dans l'énergie, à la Fédération Chimie Énergie Lorraine, puis à la Fédération Chimie Énergie, dont vous êtes devenu secrétaire général et membre du bureau. Vous avez été nommé en juin 2010 à la commission exécutive de la CFDT et vous êtes en charge, donc c'est assez long, mais de la politique du développement durable, des politiques industrielles, de la recherche et de la coordination en matière de RSE, donc vous avez beaucoup de travail. Bien, je vais peut-être vous présenter en quelques mots la note que vous avez sous les yeux. Je voudrais d'abord évidemment remercier l'ensemble des participants. Vous avez vu qu'ils étaient nombreux, vous avez vu dans la page de garde. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire ? Nous avons essayé de faire d'abord un document parfaitement représentatif de ce que nous voulons faire à la Fabrique écologique, c'est-à-dire un diagnostic complet et précis. Et curieusement, c'était une de nos premières surprises, ce diagnostic complet et précis, on a cherché partout sur Internet, etc. Il n'y a aucun document public qui permet aujourd'hui de faire un diagnostic complet et précis de la gouvernance énergétique entre l'État et les collectivités locales. Il n'y a aucun élément de référence systématique et donc peut-être que ce premier rapport de cette note peut servir à ça, c'est-à-dire que chacun puisse avoir des éléments très concrets d'appréciation pour savoir comment ça se passe exactement. Et vous l'avez vu, c'est pas tout à fait simple, la façon dont ça se passe. Le deuxième élément, c'est que nous avons voulu faire quelques propositions structurantes. Nous voulons en effet éviter à la fois la note qui ne débouche pas sur des propositions, ça va de soi, mais aussi la note qui débouche sur un catalogue administratif de 10 à 15 propositions. Car ce qui nous semble important, y compris pour que ça puisse ensuite être développé dans le débat public dans les prochaines semaines ou prochains mois, c'est qu'on puisse se concentrer sur une ou deux ou trois propositions qui nous paraissent particulièrement structurantes et particulièrement donc utiles. Quel est l'enjeu majeur de ce sujet ? Ça a été rappelé, l'enjeu majeur, c'est évidemment le changement climatique, mais aussi la question du développement économique, puisqu'on le sait bien aujourd'hui, la transition écologique et énergétique est un enjeu majeur en matière de création d'emplois pour les 10 ou 20 prochaines années dans ce pays, sans parler de la cohésion sociale compte tenu du poids dans les ménages des dépenses énergétiques qui sont évidemment considérables. Et on le voit bien, l'enjeu majeur, et ça je crois que tout le monde pourra en être d'accord, c'est de passer à un système qui finalement privilégiait la démarche de départ sur l'offre d'énergie, à un système qui agisse d'abord sur la demande d'énergie et sur les énergies renouvelables. Et donc la première chose qu'on peut dire dans le diagnostic, c'est qu'évidemment à partir du moment où on veut donner la priorité à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables, forcément on s'intéresse à une prise de décision qui soit la plus rapprochée possible des consommateurs et des utilisateurs, pour deux raisons. La maîtrise de l'énergie, évidemment, ne peut se concevoir de manière efficace que si on la lie à d'autres politiques sectorielles, comme la politique des transports, comme la politique des logements, comme la politique de l'aménagement du territoire. On ne peut pas faire une bonne politique de maîtrise de l'énergie si on ne met pas une cohérence entre ces différentes politiques. Quant aux énergies renouvelables, il y a aujourd'hui, et je crois que c'est trop souvent sous-estimé dans le débat public, il y a aujourd'hui un saut technologique important pour un certain nombre d'énergies renouvelables, dont certaines sont aujourd'hui compétitives, quoi qu'on en dise. Et quand je vois, y compris des exemples récents sur la tarification d'autres sources d'énergie, on pourra faire la comparaison assez facile, et s'il y a des questions là-dessus, on pourra la faire. Ce n'est pas directement le sujet, mais un certain nombre d'énergies renouvelables sont aujourd'hui compétitives, pas toutes évidemment, mais un certain nombre d'entre elles le sont. Mais sur la base d'un saut technologique qui évidemment met au cœur de la démarche des énergies décentralisées avec des petites unités de production, à une exception près qui est l'éolien en mer, mais qui est lui particulièrement coûteux. Et deuxièmement, unité décentralisée, mais aussi progrès technologique dans la gestion des réseaux,
puisqu'aujourd'hui, vous le savez, ces énergies étant pour un certain nombre d'entre elles intermittentes, vous avez des progrès considérables qui ont été faits dans la gestion des réseaux et qui permettent de gérer des énergies intermittentes dans de bien meilleures conditions, disons qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc on voit bien que si on veut arriver à un développement de ces sujets, il faut arriver à un système de décision qui soit plus proche de la réalité du terrain et donc plus décentralisé. Alors à partir de là, on a essayé évidemment de regarder quelle est la situation de la gouvernance en France dans le domaine de l'énergie et pour voir si elle était adaptée à ces nouvelles exigences. Et on a bien senti, et je vais en dire un mot évidemment, on a bien senti que le modèle était aujourd'hui de plus en plus inadapté à la gouvernance future et aux enjeux futurs de l'énergie. D'abord, il y a une complexité terrifiante, 4 codes, l'urbanisme, le code général des collectivités territoriales, le code de l'énergie, il y en a un 4e que j'oublie, enfin il y a 4 codes qui sont environnement, pardon, voilà, il y a 4 codes qui ont des procédures liées aux équipements en matière d'énergie, donc une complexité absolument effarante. Juridiquement, finalement une liberté assez grande d'initiative sur le plan juridique donnée aux collectivités locales, mais sans aucun souci d'abord de cohérence. Rien n'oblige dans le système à ce qu'il y ait un minimum de cohérence dans les initiatives prises décentralisées, qui inévitablement se développent et se développeront. Deuxièmement, sans moyens, ou avec finalement assez peu de moyens, sans responsabilisation politique sur un minimum d'équilibre énergétique sur les territoires, avec les conséquences sur les choix en matière de distribution, et donc un système de plus en plus inadapté. Et par rapport à ça, il faut bien le dire que le débat national sur la transition énergétique a été utile parce qu'il a posé les sujets, il a permis aux régions de se saisir de ces sujets, mais ses conclusions sont un peu décevantes. C'est d'ailleurs très facile à expliquer. Elles sont décevantes tout simplement parce que tant au sein même des collectivités locales qu'entre les collectivités locales et les grands opérateurs, il y a des contradictions telles que à partir du moment où le consensus est recherché, eh bien le consensus arrive finalement à des propositions qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. D'où l'idée de voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire évoluer ce système, non pas, et c'est ça je pense une des grandes originalités de notre réflexion, non pas à basculer sur un système à l'allemande totalement décentralisé, dont on sait qu'il serait d'ailleurs extrêmement difficile à mettre en œuvre dans notre pays, et qui, il faut bien le dire, supprimerait un certain nombre d'avantages du système français d'aujourd'hui qui sont incontestables, comme la continuité du service public, par exemple, qui est assez bien assurée dans notre pays, peut-être mieux qu'ailleurs, ou comme l'égalisation des tarifs, par exemple, qui est peut-être mieux assurée qu'ailleurs, en tout cas dans la distribution. Et donc, ne permettrait pas forcément de garder ces avantages et ne permettrait pas forcément non plus de faire face aux différents inconvénients. Et donc l'idée, c'est de trouver et d'avoir des propositions pour un modèle français de décentralisation énergétique qui est construit en fait sur deux piliers. Sur un pilier qui est de confier aux régions et des régions chefs de file, donc chargées d'organiser dans les régions un maillage de 3 ou 4 ou 5 autorités organisatrices locales. Donc aux régions et par l'intermédiaire des régions, à des autorités locales de confier la responsabilité des énergies décentralisées, que ce soit pour la production ou pour la distribution. Et ça c'est donc le premier élément. Et le deuxième élément, les régions et les autorités locales, donc les autorités régionales et les autorités locales, pouvant s'appuyer sur un outil qui serait les sociétés régionales ou les sociétés locales d'énergie, dont certaines existent déjà, ou ont déjà, je lisais encore une dépêche tout à l'heure sur l'initiative de la région Rhône-Alpes de créer, ça me paraît tout à fait intéressant, de créer une société régionale pour développer les énergies renouvelables. Donc toute une série de choses existent déjà, mais ça permettrait la création de ces sociétés régionales et locales d'énergie, de donner toute leur ampleur aux démarches qui sont expérimentées aujourd'hui dans la région. Ces sociétés auraient 4 missions. Une mission de développement et d'encouragement aux énergies décentralisées, y compris en prenant des participations dans des projets décentralisés. Deuxièmement, les autorités régionales auraient à mettre en œuvre un nouveau schéma de distribution
Vous le savez, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, le schéma de distribution n'est pas centralisé dans les mains des opérateurs, de GRDF en particulier et de ERDF, mais en fait est très largement partagé, puisqu'il y a toute une série des communes rurales qui ont une compétence en matière de distribution d'électricité. Là, l'idée, ce serait que les opérateurs soient chargés du socle, mais que par contre les régions soient chargées de l'adaptation du réseau de distribution aux énergies décentralisées, un peu sur le modèle de ce qui se fait par les régions pour les TER et avec la SNCF, ce qui permettrait de garder l'idée d'un opérateur national assurant quand même, alors, je l'ai dit, un certain nombre de garanties et de services utiles, mais en même temps qui donnerait aux régions une responsabilité forte dans la distribution d'énergie décentralisée. Troisième mission de ces sociétés, ce serait de regrouper un certain nombre d'acteurs pour obtenir des tarifs avantageux, acteurs publics, pour obtenir des tarifs avantageux de la part des opérateurs. Et enfin, s'ils le souhaitent, la possibilité de prendre en charge eux-mêmes le guichet unique vis-à-vis des ménages et des particuliers. Les moyens, nous avons fait des propositions dans la note sur les moyens à prélèvement obligatoire constant et qui nous paraissent assez rationnels. Il nous paraît en effet assez rationnel qu'en particulier les taxes existant aujourd'hui sur l'énergie est affectée aux collectivités locales, soit directement affectée à cette mission énergie-climat des régions et des autorités locales. Donc vous voyez, on a essayé de faire un schéma cohérent avec le pragmatisme nécessaire, puisqu'évidemment ce schéma ne serait pas obligatoire, il serait à l'initiative des régions. Les régions auraient un rôle d'organisation et il y aurait une partie qui serait prise en charge donc par des autorités locales. Et enfin avec des coûts de structure réduits, puisque les régions pourraient s'appuyer au premier lieu sur les syndicats d'énergie existants qui, dans un certain nombre d'endroits, font un travail tout à fait intéressant. Voilà, je voudrais conclure là-dessus, d'un nouveau rôle pour les collectivités locales, mais, et c'est ça le message, un des messages sans doute les plus forts de cette note, me semble-t-il, un nouveau rôle, mais accompagné d'une nouvelle responsabilité qui mette ensemble production et distribution, et l'importance dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, et je conclurai simplement là-dessus, je crois qu'il est tout à fait essentiel sur ce genre de débat de montrer, de faire avancer l'idée qu'il faut enclencher une vraie et de vraies réformes de structure sur ce sujet. Voilà, naturellement on n'a pas tout réglé, tout ça ce sont des propositions pour mettre en débat, mais on a le sentiment de pouvoir, par ces propositions, apporter quelque chose et on espère évidemment que les uns et les autres pourront les reprendre de la façon la plus efficace possible. Oui, c'est pas très original, Monsieur Pierron, mais vous allez être interrogé sur l'emploi et la relation finalement entre les syndicats et cette question de la gouvernance énergétique. J'imagine que vous êtes pour cette décentralisation dont a parlé Jérôme Guibert, mais ce qui serait peut-être intéressant pour nous, c'est surtout que vous nous décriviez, au fond, par rapport à l'évolution du système, à ce nouveau modèle français dont vient d'esquisser les contours Jérôme Guibert. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des résistances sociales? Est-ce que vous pensez qu'il y a là un vivier d'innovation en matière d'emploi? Et comment est-ce que finalement les différents syndicats du paysage français pourraient se positionner par rapport à ces évolutions? Est-ce qu'ils seraient prêts à jouer un rôle, selon vous, d'innovation, ou est-ce que ce serait davantage un rôle de résistance au changement? C'est un point sur lequel les syndicats sont régulièrement apostrophés sur la transition énergétique. Alors la CNT, elle a l'organisation que je connais mieux, elle a une tradition depuis toujours de travailler avec les ONG, les associations, et d'appréhender ces sujets d'une vision sociétale, et pas d'une vision résistance corporatiste qu'on peut retrouver ici ou là dans certaines organisations. Donc à partir du moment où on pose le sujet, comme c'est posé là, comme une évolution structurelle, mais y compris des modes de vie, de l'essor économique, c'est un synonyme, l'énergie renouvelable c'est un synonyme d'emploi, mais c'est un synonyme de nouvelles technologies. C'est un synonyme de se projeter vers l'avenir, de regagner en autonomie par rapport à des importations de matières premières et d'énergie. Donc, je pense que les organisations syndicales, c'est difficile de le décrire comme ça. Il y aura de la résistance parce que la nature des emplois ne sont pas les mêmes. On passe de structures centralisées, on le voit avec Fessenheim par exemple, où on voit bien qu'il y a des structures centralisées avec des statuts dans l'emploi,
Et quand je dis ça, je ne parle pas que des salariés de l'entreprise, par exemple EDF, Société Nationale, mais c'est aussi beaucoup de salariés qui sont sous-traitants, hein, qui sont fournisseurs, qui sont dans du privé, et qui fonctionnent en écosystème. Et que je trouve que, et ça c'est un des enjeux aussi, c'est que l'emploi des énergies renouvelables est encore mal connu, mal défini, et l'imaginaire, c'est pas que l'imaginaire, mais l'imaginaire en grande partie se dit ah oui, mais c'est quoi, c'est des TPE, il n'y a pas de droit, c'est quoi la nature de l'emploi, les niveaux de qualification, etc. Donc je pense qu'il faut replacer ça dans un projet de société pour essayer de passer avec le moins de résistance possible, mais il y aura résistance forcément. Quand vous changez le système et que vous amenez une décentralisation dans des moyens de production, je tiens à préciser, c'est que je pense que le discours qu'on a entendu pendant la campagne présidentielle, je ne nomme pas, mais de dire on peut remplacer les emplois d'une énergie par les emplois, par exemple du nucléaire, par des emplois énergie renouvelable, n'est pas crédible. Ce qui veut dire qu'il faut parler de mobilité, il faut parler d'accompagnement, et c'est ce qu'il a à note, hein, c'est comment on accompagne ce transfert de technologie, comment on en crée une filière qui permet de se projeter en termes de qualification et d'emploi pour les salariés et leurs familles. Bon voilà, c'est tous ces... Et puis, quelle est l'incidence sur les territoires? C'est pour ça que la place des régions est importante, pour l'énergie en tant que telle, mais pour l'écosystème, les commerces, les écoles, etc., ça veut dire sur le bassin d'implantation de cette mutation. On voit bien que c'est un sujet qui est plus large que l'énergie en tant que telle. C'est un sujet de développement économique et de transition d'un bassin avec ces populations. Donc forcément, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de résistance. Il y en aura, mais je pense que c'est un élan qu'il faut accompagner et qu'il faut appuyer. La question est simple. C'est de savoir ce que l'expérience de terrain apporte en fait. Qu'est-ce qu'on entend, hein, qu'est-ce qu'elle apporte cette expérience de terrain sur la compréhension du problème de la gouvernance énergétique et du rôle des collectivités locales. Je suis sur le terrain avec mon entreprise et à l'avenir, puisque j'investis dans le développement de projets éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les régions, les Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne, Languedoc-Roussillon. D'abord, je voudrais vous décrire le parcours du combattant pour développer un projet. C'est vraiment un parcours long, qui est coûteux, qui est semé d'embûches, et on est vraiment très éloigné de l'idée fausse et simpliste qui est parfois véhiculée, que les développeurs de projets auraient la bride sur le cou et n'agiraient qu'en fonction de leur seul intérêt financier ou d'opportunité. Alors je vais prendre l'exemple d'un projet de parc éolien. Il n'y a pas moins de, Géraud l'a un peu indiqué, il n'y a pas moins de 4 autorisations à obtenir: un permis de construire, une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, une autorisation de raccordement électrique. Et puis il y a 2 contrats d'exploitation, un contrat d'accès au réseau et un contrat de vente de l'électricité. Bon, il y a 3 des autorisations qui sont délivrées par l'État et non par les collectivités. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La demande de permis de construire est instruite au niveau départemental de l'État. La demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est instruite par le niveau régional de l'État. Depuis 2003, il y a, pour les projets éoliens, il y a une étude d'impact qui doit être réalisée et le projet est soumis à enquête publique. Et en 2005, la loi POP, la loi de programmation électrique, de l'énergie, a introduit l'obligation de définir des zones de développement de l'éolien. Et puis, nouveau changement en 2011, en raison du classement des éoliennes dans les installations classées pour la protection de l'environnement, il faut réaliser maintenant une étude de danger pour les projets éoliens. Alors, autant l'étude d'impact qui est relative au milieu naturel, au paysage, au milieu humain, au patrimoine, a tout son sens pour une installation qui, par nature, a une forte présence dans
dans le tissu local, autant l'étude de danger n'apparaît pas vraiment justifiée ni utile. En fait, il se passe que les instructions, à la fois des demandes de permis de construire et des demandes d'autorisation d'exploiter, ont lieu en même temps et portent à peu près sur les mêmes sujets. Elles font donc généralement double emploi. Il arrive même que les avis se contredisent d'une instruction à l'autre et que les délais s'entrechoquent. On soit hors délai dans l'instruction du permis de construire, par exemple, alors que l'autorisation d'exploiter est elle-même en cours d'instruction. Et donc on se retrouve dans un vide juridique avec des services de l'État qui sont un peu tiraillés et puis surtout un développement qui, au final, se traduit par des délais d'instruction de plusieurs années, 6 à 7 ans. C'est ça qui sont les délais les plus courants. Et très clairement, ça conduit à un manque d'optimisation des projets avec la difficulté de pouvoir suivre l'évolution technique des équipements et des coûts de développement qui sont du coup renchéris. Bon, il y a la question du raccordement électrique pour lequel les choses ne sont pas simples non plus. Il y a un travail important de planification qui est en cours d'achèvement, et c'est RTE qui en est l'acteur pour élaborer les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et en fonction du potentiel de développement des énergies renouvelables identifié dans chaque schéma régional climat, air, énergie, RTE détermine les capacités de raccordement sur les réseaux existants et puis les renforcements et détermine les renforcements ou les créations d'ouvrages qui sont nécessaires pour permettre le raccordement des nouvelles installations de production de l'ENR. Bon, c'est un travail important, compliqué, qui sans doute aurait besoin d'être plus partagé, notamment avec les collectivités, pour arriver à comprendre pourquoi il est nécessaire de renforcer les réseaux lorsque on veut développer les énergies renouvelables. Mais au final, il y a un grand besoin de simplifier les procédures et la mise au point d'une autorisation unique qui a été annoncée par le ministre, M. Martin, est vraiment nécessaire. Et puis, il conviendrait aussi de réfléchir au bon niveau de compétence pour donner les autorisations en matière d'autorisation de construction, en matière de production d'énergie renouvelable. Il ne semble pas forcément judicieux que la compétence d'autorisation de construire de ces installations reste au seul niveau de l'État. On voit bien que dans d'autres pays, ça se passe à un autre niveau, en particulier en Allemagne. Et puis, voilà. Donc je vais venir maintenant très rapidement au rôle des collectivités dans ces développements. Bon, tout le monde sait que les communes s'engagent déjà avec force, déjà dans des mouvements nationaux tels que Amorce, Cléo, les Écomères ou au niveau européen. Sur le terrain, l'engagement des collectivités est important. Concrètement, pour qu'un projet d'énergie renouvelable puisse se développer, pour un projet d'une certaine ampleur, disons au-delà d'un mégawatt sur un territoire, cela ne peut se faire sans que le maire soit consulté et ait confirmé son accord dès les prémices du projet. Non seulement un projet ne pourra pas être réalisé sans l'accord du maire, mais même les études initiales ne seront engagées que si le maire et son conseil municipal ont confirmé l'intérêt, la volonté de la collectivité que le projet se réalise. Même si cela n'est fixé dans aucun texte réglementaire, cela correspond à une pratique qui est déjà très majoritairement respectée par les développeurs de projets
s'adresser d'abord, en premier lieu, à la collectivité et en particulier à la commune. Alors pourquoi les autorités locales s'impliquent-elles ainsi? Parce que cet engagement dans le développement des énergies renouvelables et plus largement dans le développement durable, cet engagement a un sens au niveau local. Parce qu'en mettant en œuvre ces projets, les autorités locales et régionales savent qu'elles créent des opportunités de développement de leur territoire et des possibilités d'emploi. Et pour donner un exemple sur un projet photovoltaïque qu'on développe avec des agriculteurs, le développement la réalisation de la centrale photovoltaïque est le moyen pour les agriculteurs qui sont regroupés dans une association qui participe au projet, c'est le moyen d'assurer un complément de revenus qui leur permet de moderniser leurs installations. Alors, en l'occurrence, c'est des installations viticoles, des exploitations agricoles. Et donc, c'est voilà, un exemple d'accompagnement et d'opportunité de développement du territoire qui est permise par le développement d'un projet. Et puis pour faire décoller la production d'énergie renouvelable au niveau national, un élément déterminant, c'est l'accès à la ressource. La ressource, le soleil, le vent, une portion du territoire. Tout ça, c'est des ressources du territoire. Et on ne peut mettre réellement ces ressources en valeur qu'en réalisant une approche vraiment territorialisée. Voilà, c'est pour ça qu'il apparaît bien que la réalisation des objectifs de transition énergétique, qui sont fixés au niveau national et au niveau européen, ne peut se passer d'une implication forte des collectivités. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je retourne maintenant vers M. Caron, peut-être vous passez de l'autre côté collectivité locale. Ça peut être intéressant parce que vous êtes à la fois maire d'une ville qui est en avance par rapport, on va dire, à la moyenne des villes françaises, mais aussi dans votre rôle de conseiller régional, vous êtes président de la commission transformation écologique et sociale, donc ça va être intéressant de vous parler dans le cadre de cette gouvernance énergétique, des évolutions, des obstacles, des opportunités que vous y voyez. Ok. Vous avez cité les acteurs de terrain, on est tous acteurs de terrain d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'autres chances, mais j'ai la chance de voir du niveau régional un peu surplombant et en même temps, et depuis quand même pas mal d'années où on a essayé d'inscrire la durabilité comme au cœur du système et sur un écosystème local. Alors pour aller très vite de l'emporte-pièce, d'abord vous l'avez dit, mais le contexte c'est quand même, c'est pas comment on remplace une énergie par une autre, c'est pas ça le débat. Ou est-ce qu'elle va coûter un peu moins cher? C'est quand même un changement de modèle. Et donc c'est un enjeu de nouvel imaginaire à faire émerger, de nouvelles représentations, et en rappelant que le modèle antérieur a été basé, ce qui a structuré, c'est quand même une énergie globalement pas chère, disponible, carbonée, avec donc tous les impacts que ça a, je mets à part la question du nucléaire, même s'il dépend aussi d'uranium. Bon. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que de dire qu'on va faire évoluer la question énergétique. C'est bien l'ensemble du modèle qui est re-questionné. Alors, moi j'ai la chance de le traiter, comme ça vient d'être dit, sur une logique de transformation écologique et sociale régionale. Pour faire très court en une phrase, c'est considérer que c'est en reprenant par la protection ou la reconquête des biens communs qu'on va redévelopper de l'activité et de l'emploi. Premier item, là où en général les biens communs sont plutôt les variables d'ajustement du modèle de développement, par exemple les ressources, qu'on peut consommer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bon, donc ça change la donne. Par exemple, là, c'est considéré que la protection de l'énergie, son économie, est un bien commun à préserver, et donc la finalité n'est pas la même que si on est dans une finalité de gaspillage de la ressource. Bon. Et ça a débouché sur la troisième révolution industrielle avec Jeremy Rifkin. Je ne vais pas vous le faire là, il y a eu des articles, je pense que vous connaissez un peu le raisonnement. Juste quand même dire que ce qui se passe en Nord-Pas-de-Calais, c'est pas le bouquin de Jeremy Rifkin. C'est la production d'un master plan avec 125 acteurs de la région, on pourrait dire de la typologie d'ici, qui ont mené pendant 9 mois un travail bottom-up
qui s'est confronté aux analyses et aux experts de Jérémy Rifkin, qui nous permet d'avoir un travail complètement ancré et dont je vais dire tout de suite, qui n'était pas le travail initial de Jérémy Rifkin, ni le raisonnement de beaucoup d'énergéticiens, qui est quand même plutôt une entrée par l'offre. L'offre est une nouvelle croissance. Clairement, on ne s'est pas inscrit là-dedans. Bon, je vais en dire deux mots. Et puis j'ai la chance d'être sur un écosystème local. Comme je disais à mon voisin, dans ma commune, il y a eu 9 000 les bibliothèques d'Europe, ils sont d'ailleurs inscrits à l'UNESCO depuis 1 an et demi. Et donc l'énergie fossile, ça va, on connaît, on a beaucoup donné, et ça a structuré complètement notre modèle. Et d'ailleurs, dans la crise du système qu'on vit, l'énergie fossile pas chère fait qu'on a aujourd'hui tout un modèle économique qui va être complètement bouleversé, et en particulier celui de la région Nord-Pas-de-Calais. Son intensité énergétique est absolument considérable, avec les industries, etc. Mais c'est le même débat sur la Bretagne. On n'a pas le temps d'ouvrir ça, mais c'est intéressant de regarder comment la Bretagne a porté un certain modèle et comment aujourd'hui elle est en difficulté par rapport à ça. Bon. Alors, ce que je voulais vraiment moi pointer dans le débat, parce que je ne l'ai pas complètement trouvé dans la note, mais c'est l'intérêt du débat, c'est qu'on est sur un enjeu profondément sociétal, on n'est pas sur un enjeu de production, qui impacte le modèle économique. J'en ai donné un exemple. Donc la protection de la ressource et donc l'économie circulaire va devenir absolument centrale dans les 20 ans qui viennent. C'est vrai de l'énergie, mais c'est vrai aussi des terres rares, c'est vrai aussi de toute une série d'autres ressources. Donc comment on mute vers un modèle d'économie circulaire, c'est un sacré changement de posture pour tout le monde. La mutation par l'économie de la fonctionnalité, en résumé l'entrée par les usages plutôt que par la production de biens, je vais faire très court, ça amène à réviser complètement la façon dont l'économie se va se développer, c'est-à-dire on est obligé de penser simultanément l'offre et la demande, l'usage et l'apporteur de solutions. Là aussi c'est un changement assez radical. Il y a un enjeu social évidemment, ça tout le monde l'a en tête, problème de précarité, problème de coût des déplacements, c'est assez clair, et puis l'enjeu environnemental, je ne le développe pas, il est tellement évident. Donc, j'insiste là-dessus. Pour moi, le sujet dont on parle n'est pas un enjeu de changement d'un curseur sur la question énergétique. Et ce n'est pas un enjeu sur la production. Ce qui me gêne un peu dans la façon dont, pour l'instant, on a employé les mots, la façon dont on économise la ressource, la façon dont on évite d'avoir à la consommer est largement aussi importante que la façon dont on va amener des énergies nouvelles. Et donc, c'est un enjeu de société. Et on doit vraiment partir des besoins finaux, plus que d'être dans une entrée par l'offre. Alors la façon de faire, c'est il y a la façon de réduire la demande. On a plein d'exemples de ça. Les énergéticiens aux États-Unis, par différents mécanismes, ils investissent dans l'économie. Parce que pour la gestion des pics, etc. Donc ça existe déjà, même chez nous. Un peu les certificats d'économie d'énergie. Et puis il y a bien sûr la multiplication des sources de production. Alors, pourquoi la proximité? Je terminerai là-dessus pour essayer d'être dans le cours, que ce soit au niveau local ou régional. D'abord parce que, j'essayais de le dire avant très vite, on est obligé d'être dans une entrée systémique. On ne peut pas être dans une entrée analytique. Ce sont des questions d'urbanisme, de développement, ce sont des questions de construction. C'est en gros le métabolisme du territoire qui va générer ou pas des flux. Si vous avez des pavillons à 3 km du centre-ville et que vous êtes obligé de prendre votre bagnole pour vous déplacer, multiplier les réseaux, ça n'a pas du tout le même impact énergétique que si vous avez la ville intense ou la ville dense, par exemple. Bon. Dans l'entrée systémique, c'est aussi, on est obligé d'être dans une entrée multi-énergie, multi-réseau. Moi, je veux bien qu'on continue à parler de RTE, on travaille avec RTE, mais on peut parler des réseaux gaz, on peut parler des réseaux, de l'ensemble des réseaux, et une des choses que m'a appris Jérémy Rifkin, c'est la mutation globale qu'il va y avoir sur la gestion des réseaux. On n'est plus du tout dans des réseaux cloisonnés, et en fait, c'est la société réticulée, qui est complètement articulée, donc ça change les choses. Donc l'entrée systémique ne peut se traiter que par l'entrée territoriale. Et donc le territoire est absolument clé. Deuxième intérêt de la proximité, c'est qu'il y a, ça a été dit, mais j'insiste, il y a une entrée changement de comportement absolument majeur, ça a été dit par le représentant des syndicats, puisqu'on est dans un changement de représentation de ce que c'est que la richesse, la production et l'économie. Oui, ça touche
à la façon dont chacun se représente ces choses-là et dont on se comporte. Ce qui veut dire que pour travailler les changements de comportement, on a un problème de nouvel imaginaire, mais moi j'ai coutume de dire, il nous faut une étoile pour rêver, s'il n'y a pas des petits cailloux blancs pour se mettre en route, on est dans la sidération, on ne sait pas comment faire. Donc le local permet d'apporter un parc éolien, un parc photovoltaïque, une maison qui ne consomme plus. Dans ma commune, c'est l'église. Bon, bah, l'église, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, on y va pour les enterrements, pour les mariages, ou quand on croit en Dieu tous les dimanches. Bon, l'église intégralement photovoltaïque, c'est un petit totem qui permet aux gens de se poser des questions sur le rapport à l'énergie, et ça permet d'enclencher des débats. Bon, donc, changement de représentation, il faut que ce soit impliquant pour les acteurs. C'est l'un des gros défauts du montage de l'éolien par les sociétés éoliennes. En gros, excusez-moi, je suis un peu caricatural, mais sinon c'est un peu trop huilé. Hein. Je mets un peu d'angulation. Les sociétés éoliennes, elles vont dealer avec les propriétaires fonciers, puis ensuite elles vont voir le maire. Et puis tous ceux qui n'ont pas des terres concernées, ils disent non, on se fout de nous là. Nous, on va avoir les éoliennes dans notre paysage, et puis c'est eux qui vont toucher le pognon, et ça bloque. Donc si vous n'êtes pas dans un mécanisme de coproduction de l'éolien, voire avec des investissements participatifs, quelque chose qui est impliquant, vous avez beaucoup plus de mal à sortir les projets éoliens. Ça, c'est notre réalité du quotidien. Alors, le changement de comportement, c'est aussi la formation. C'est comment on met les gens en formation, changement du métier du bâtiment, etc. Au final, c'est un enjeu de responsabilisation des acteurs. Et le dernier mot, c'est que dans la proximité, vous avez aussi une immense créativité. Vous avez des réponses, le local, dans la période où on n'a plus de boussole, on cherche l'étoile, bon, on n'a pas de gouvernement mondial. C'est compliqué. On a un gouvernement français, mais on n'a pas de gouvernement mondial. Or, on observe que le local, quelquefois, est capable de faire émerger des réponses complètement inattendues. Dans cette société plus décentralisée, il y a le retour de l'initiative, de la créativité sur de l'économie. Je termine juste sur cette illustration dans ma commune, puisque vous avez cité avec Jérémy Rifkin. On est en train, là, par un contact avec le BRGM et l'INERIS, on est en train de se dire qu'il y a dans les vides miniers une capacité de stocker de la chaleur de façon considérable. Et on est en train de commencer à regarder, il paraît qu'il y a autant d'eau dans les vides miniers de France, dans Lorraine ou ailleurs, que dans toutes les retenues, tous les lacs français. Et c'est potentiellement un lieu de stockage considérable d'énergie. Et un des problèmes des énergies renouvelables, c'est le stockage. Bon, ben voilà un exemple particule local qui peut peut-être demain éclairer, mais il y en aurait plein d'autres, beaucoup de territoires ont des exemples. Voilà. Donc en conclusion, le pouvoir latéral et l'organisation systémique me paraît être beaucoup plus stratégique et intéressant qu'une entrée verticale comme on l'a aujourd'hui, qui de toute façon est arrivée à sa fin. Je vous remercie. Vous avez parlé de beaucoup de choses intéressantes, en particulier en élargissant le débat pas uniquement à la production énergétique, mais aussi à l'efficacité énergétique, aux problématiques de stockage. Peut-être pour faire la transition, et comme nous avons une personne de RTE dans le panel, je vais passer directement la parole. Vous avez parlé de mutation dans la gestion des réseaux, et je pense qu'on a une question de Maxime Bauer pour M. Maillard. Allô, voilà, c'est clair. Donc effectivement, une question pour Réseau de transport d'électricité, Dominique Maillard. Quelle est la vision de RTE aujourd'hui sur l'évolution de la gouvernance de l'électricité? On a vu Damien Moreau qui attaquait un peu le sujet, Jean-François Caron. Quelle est la position de RTE? Bon, M. Caron m'autorisera peut-être à parler de RTE, mais je ne veux pas monopoliser. Je suis le premier aussi à reconnaître qu'il y a d'autres réseaux et que la complémentarité entre réseaux, d'ailleurs, effectivement, est sans doute, puisqu'on parle des réseaux intelligents, une des solutions intelligentes qu'il faut trouver. Bon, je dirais que côtoyer différentes dimensions territoriales, c'est une activité à laquelle RTE se trouve confrontée même quotidiennement. Quand on construit un nouvel ouvrage, soit un poste, une ligne, d'abord on affecte un certain nombre de riverains qui sont, étant donné, au contact individuel. Et bien sûr aussi au contact des élus locaux, tous les échelons. On connaît la dimension régionale, je crois que Damien l'a rappelé à propos des schémas régionaux, puis aussi on connaît d'autres dimensions parce qu'on est également un vecteur de solidarité. Je vous rappellerai qu'aujourd'hui on part d'une situation très disparate en matière justement d'équilibre offre-demande. Je ne parle que de l'électricité, mais c'est encore pire si je puis dire sur les énergies fossiles, puisque la répartition des ressources est très inégale, et puis notre pays d'ailleurs en produit beaucoup.
Et sur l'électricité, vous savez qu'entre les régions, on va de régions comme la Bretagne, la région de France ou la région PACA, qui produisent moins de 10% d'électricité qu'ils consomment, à des régions qui, soit parce qu'elles sont bien loties sur le plan hydrographique, je pense à la région Rhône-Alpes, donc ce qui à la fois procure des ressources hydrauliques et la possibilité de réfrigérer des centrales thermiques, qu'elles soient d'ailleurs nucléaires ou non, qui va jusqu'à 5 fois la production locale. Et puis, le développement des ENR est aussi inégalement une partie, ou plutôt, c'est quand même plus intelligent de faire des installations photovoltaïques plutôt dans le sud que dans le nord, puis de faire de l'énergie éolienne là où effectivement il y a la disponibilité. Donc, il y a de toute façon structurellement une sorte d'inégalité des territoires à l'égard des ressources, y compris à l'égard des ressources des énergies renouvelables. Donc, pour moi, et je regrette un petit peu, c'est pas une critique parce que je partage beaucoup des analyses, que finalement les auteurs de l'analyse n'aient pas utilisé un mot que je voudrais bien ressusciter dans ce débat, qu'on disait naguère assez souvent à propos des discussions européennes, qui est le terme de subsidiarité. Pour moi, la question n'est pas de refaire ce que notre pays aime bien faire depuis 220 ans, c'est-à-dire la guerre entre les Jacobins et les Girondins. Bon, il y a 220 ans qu'on essaie de faire ça, avec plus ou moins de succès. C'est de trouver le bon niveau de gouvernance pour les bons sujets. Et sans doute le curseur, il faut le déplacer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais ne considérons pas que le grand succès viendra d'une décentralisation complète, comme il aurait pu venir, ou il n'est pas venu d'une centralisation complète. Et d'ailleurs, on a un système qui est beaucoup plus hybride. On veut bien dire, le système allemand n'est pas décentralisé. Il a des éléments de décentralisation, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de centralisation. Le système français, qu'on présente de manière un peu caricaturale comme étant centralisé, il a déjà beaucoup d'éléments de décentralisation. La production locale, si je peux évoquer des souvenirs d'anciens combattants, moi je me souviens quand j'étais directeur du gaz, d'électricité et du charbon, la production des installations de moins de 1000 MW, notamment hydrauliques, elle n'a jamais été nationalisée. Donc il y avait plus de 1000 producteurs de petites hydrauliques. Donc on est déjà dans un système hybride, mais qui va s'accentuer avec effectivement un déplacement du curseur qui est aussi lié à l'évolution des technologies. Si les idées de M. Rifkin s'appliquent, c'est parce qu'il y a eu des progrès formidables en matière de développement des technologies de l'information et de la communication. C'était impensable il y a 20 ans. Maintenant, ça l'est. Et il y aura peut-être encore de nouveaux progrès qui nous permettront aussi de déplacer le curseur. Donc je crois qu'il ne faut pas penser une solution unie, il faut admettre que les bonnes solutions évoluent avec le temps. D'abord, la perception, ça a été dit aussi par M. Caron, la perception, je crois, de nos concitoyens à l'égard de l'environnement, on est dans la fabrique écologique, elle a évolué au cours du temps. Je pense que si on avait été réunis, ou d'autres avaient été réunis il y a 20 ans, ils ne seraient pas tenus le même discours. Peut-être que dans 20 ans, la fabrique écologique tiendra encore un autre discours. Donc, moi, je plaide effectivement pour des solutions adaptatives. Et je proposerais effectivement qu'on abandonne ce débat presque théologique entre centralisation et décentralisation. Trouvons des solutions adaptées. Et, autre élément, pensons à l'articulation entre les différents niveaux de responsabilité. Et ça a été dit, je crois aussi par Damien tout à l'heure. Ce qui importe, effectivement, même s'il y a plus de décisions décentralisées, et je suis d'accord pour dire qu'un certain nombre de ces décisions permettront de sensibiliser davantage les consommateurs, parce que si on est à proximité de ces moyens de production, ou si on en est soi-même responsable, on considère les choses autrement que si on a simplement un compteur, des fils électriques ou une pompe à essence auquel on va remplir toutes les semaines le réservoir de son véhicule. Donc ces éléments sont positifs, mais il faut aussi penser aux éléments qui nous permettent de partager. C'est-à-dire, si on est dans un État, dans une collectivité, vous avez raison de dire, M. Caron, qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, mais entre la commune et le monde, il y a un certain nombre d'échelons. Il y a quand même des structures, les régions, les nations, l'Europe, etc. Donc, chacun doit avoir sa part de responsabilité, mais il faut qu'on le fasse de manière coordonnée et harmonieuse, et c'est sans doute sur ce point-là qu'il y a beaucoup de choses qui font défaut aujourd'hui. Et je pense que quand on utilise ces fameux termes de réseau intelligent, et on peut mettre de l'intelligence aussi ailleurs, d'ailleurs, les maisons intelligentes, c'est aussi, il ne faut pas perdre de vue
l'articulation entre ces différents niveaux. Il y a un dernier exemple que je me permettrai de citer, non pas pour faire la défense et l'illustration des réseaux, mais pensons qu'il peut y avoir une contradiction entre certains concepts. On parle beaucoup d'autoconsommation, on parle beaucoup d'économie circulaire, ce sont des concepts importants qu'il faut valoriser, mais je voudrais qu'on n'oublie pas aussi le concept de solidarité. C'est-à-dire qu'on vit effectivement les uns à côté des autres, puis on a de fait une certaine spécialisation. Je crois nos ancêtres étaient très heureux aussi de ne pas tout faire, de ne pas faire à la fois leurs vêtements, leur nourriture, leurs objets, leur voiture. Donc il faut admettre que même si on va un peu plus dans le développement de notre production d'énergie, il faut admettre aussi que dans certains cas, elle puisse être faite par ailleurs. Et l'exemple que je voudrais citer, si chaque Français aujourd'hui, alors on peut dire qu'il y a du gaspillage, que c'est excessif, enfin, voulait développer ses propres moyens de production d'électricité, je parle, pardon, uniquement d'électricité, avec le même niveau de confort qu'il a aujourd'hui, encore une fois, il est peut-être excessif, eh bien, il faudrait que chaque Français, pris individuellement, ait, par définition, à sa disposition des moyens de production égales à ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle sa puissance souscrite, c'est-à-dire la puissance que vous avez sur votre compteur qui vous permet de ne pas disjoncter quand vous consommez à la fois, vous faites marcher à la fois votre four. Bon, la somme des puissances souscrites aujourd'hui en France, elle est de 400 000 MW, tout confondu, consommateurs individuels, PME, industriels. Grâce à la mise en commun, au foisonnement de ces besoins et des moyens de production, qui soient d'ailleurs des moyens individuels, collectifs, on peut ramener cette puissance à 100 millions. C'est-à-dire que l'existence de la mise en commun de ces moyens, au travers des réseaux, qui sont d'ailleurs de distribution, des réseaux nationaux ou des réseaux interconnectés, permet de diviser par 4 les besoins par rapport à une situation dans laquelle chacun voudrait produire ses propres besoins. Ce qui est bien sûr une situation totalement théorique, illusoire, parce que je suis à peu près persuadé que d'ailleurs on se regrouperait entre voisins pour mettre une éolienne à cheval sur les deux, ou on mettrait, si quelqu'un a un poids plus important que le voisin, il mettrait des panneaux photovoltaïques. Mais donc, n'oublions pas, si je peux me permettre, le concept de solidarité qui peut paraître dans certains cas un peu en contradiction avec effectivement le concept d'autoconsommation ou d'économie circulaire. Ce sont des concepts qui ont leur valeur, mais ne les opposons pas, essayons plutôt de rechercher des complémentarités entre eux. Merci beaucoup, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les questions avec la salle. On voit bien qu'il y a quand même des visions qui ne sont pas forcément opposées, mais complémentaires entre une logique de, on va dire, coordination de la production dans un réseau et pour arriver en fait à obtenir un territoire, ou bien la production au plus près, l'organisation d'un réseau, d'un maillage enfin au niveau des collectivités locales. Dernière question peut-être de la fabrique écologique vers nos politiques, donc Denis Pingot. Oui, à ce stade du débat, j'ai envie de dire on fait comment pour avancer vers ces nouveaux modèles de décentralisation énergétique. Et je voudrais m'adresser à Laurence Rossignol et à Serge Pelletier, qui ont une grande expérience à la fois en tant qu'élu national et élu local, et leur demander, de leur point de vue, en tant que responsable politique, pour avancer vers ce nouveau modèle de décentralisation énergétique, quelles sont, à leurs yeux, les réformes de structure à imaginer, d'une part sur le plan législatif réglementaire, deuxièmement sur le plan des relations entre la puissance publique et les grands opérateurs d'énergie, et enfin, en troisième lieu, sur le plan de la gouvernance locale. Sur le plan législatif et réglementaire, je vais laisser Laurence Rossignol répondre, puisqu'elle est parlementaire et que sait si elle est impliquée dans ces sujets au Sénat. Je voudrais, moi, peut-être d'abord montrer l'état d'esprit aujourd'hui des élus locaux que nous sommes, ce que ça a été dans le passé et comment ça évolue, et en quoi, justement, les questions que vous posez se posent réellement. D'abord, en quoi nous sommes reliés aux questions d'énergie, nous, responsables de collectivités locales. Je crois qu'il y a trois grands sujets sur lesquels nous sommes. Le premier sujet, c'est en tant que consommateur. Le deuxième, c'est en tant qu'organisateur des collectivités. Et puis le troisième, c'est justement sur cette question de la gestion de l'énergie sur le plan général. Et sur les deux premiers, je pense que nous agissons beaucoup
aujourd'hui. Sur le troisième, très peu, voire pas du tout. Sur la question de consommation, nous sommes évidemment en collectivité locale des consommateurs extrêmement importants avec les bâtiments communaux, naturellement, les équipements sportifs, les bâtiments scolaires, les bâtiments municipaux. Tout ça, c'est une consommation évidemment extrêmement importante. Et puis, nous sommes aussi, je dirais, alors le deuxième sujet en tant que consommateur, c'est évidemment la question, à travers les bailleurs sociaux, du chauffage urbain. Puisque beaucoup de collectivités locales, évidemment, ont un système de chauffage urbain, et selon le type de chauffage urbain, ça a une conséquence. Je vous donne le simple exemple de ma ville. Jusqu'à il y a, je crois, 3 ou 4 ans, nous étions encore une grande partie au charbon qui venait d'Afrique du Sud, pour vous donner un ordre d'idée. Et nous sommes donc passés au bois, et bois, évidemment, dans le marché que j'ai passé, avec obligation que ce bois vienne à moins de 100 km de notre ville. Donc vous voyez que nous avons, sur l'aspect chauffage urbain, divisé par 10 les émissions de gaz à effet de serre. Donc en tant que consommateur, il y a une action qui est menée depuis maintenant plusieurs années, d'abord depuis que le prix de l'énergie a augmenté, depuis qu'il y a les plans climat-énergie territoriaux qui ont été mis en place, qui sont extrêmement forts, et les collectivités sont très impliquées. Deuxième sujet, la question d'organisateurs. Nous sommes organisateurs, par exemple, des transports publics, les bus, pour les régions, la SNCF, pour les départements, les transports par car. Donc il y a tout ce sujet qui est excessivement important, et là aussi il y a une action essentielle. Et puis, bien sûr, au-delà, si vous voulez, de cela, il y a la question, mais je ne vais pas aller plus loin, l'urbanisme. Comment nous organisons nos villes, selon la façon dont nous l'organisons. Alors, avec le Grenelle de l'environnement a beaucoup avancé sur les questions des règles d'urbanisme. Ça n'a rien simplifié du tout, c'était une complexité majeure. Je viens, moi, de faire adopter dans ma ville le nouveau PLU. Je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Ça fait 19 ans maintenant, ça va bientôt faire 19 ans que je suis maire. On est dans une situation extrêmement compliquée. On va en tout cas sur ces deux choses, consommateurs, organisateurs, les choses ont beaucoup avancé. Il y a le troisième sujet, et c'est celui par lequel vous évoquez beaucoup, qui est la question en quelque sorte, de la gestion de l'énergie, en soi, c'est global. Et une chose, jusqu'à très peu de temps, les collectivités ne sont absolument pas senties concernées, pour la plupart. Moi, en tant que maire, je veux dire, pourtant, les communes sont dites propriétaires des réseaux de distribution. Aucune polémique, aucune discussion là-dessus, c'est pas du tout un débat. Pourquoi c'est pas un débat? Parce que souvent, d'abord, il y a de l'intercommunalité là-dessus. Nous, dans Cher, nous avons un syndicat départemental, donc je gère ça, avec quelques élus. Et puis, pas du tout un débat, parce que de toute façon, tout est délégué à EDF, à RTE. Donc, on a toujours considéré, bien sûr, qu'il y a un très grand nombre d'élus qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires des réseaux en tant que tels. C'est pas du tout un sujet pour nous, puisqu'il n'y a pas de... Tout est très bien géré, ça fonctionne bien globalement, donc on considère vraiment, et il y en a même, je suis sûr, à qui on pose des questions, qui diront c'est évidemment EDF ou RTE qui est propriétaire du réseau, en tant que tel, si vous voulez, la plupart du temps, parce que ça n'a jamais été un sujet. Et je dois dire d'ailleurs que tous les syndicats intercommunaux ont souvent été des lieux permettant des voyages, d'études pour les élus dans le passé. C'était beaucoup ce fonctionnement qui était là, mais qui n'apportait pas beaucoup dans d'autres domaines. Donc ça. Et puis deuxième sujet, et là aujourd'hui, on n'y est encore pas, je veux dire, du tout. Mais les élus, je suis sûr que 80% des élus, même peut-être plus, ne se sentent pas du tout sensibilisés à cette question. Et puis la deuxième question, mais ça a été... Monsieur qui a parlé des éoliennes a tout à fait raison. Quand nous voulons, en tant qu'élus, parce qu'on est un peu plus motivés, certains sont plus motivés, sont impliqués, veulent faire de l'énergie renouvelable, on est aujourd'hui, mais je vous assure, devant une complexité absolument inouïe. Moi, ça fait plusieurs années que des entreprises m'ont contacté pour faire du solaire. Alors moi, je suis une ville urbaine, donc mais on a trouvé 2 endroits pour faire du solaire qui ne posent absolument aucun problème. Ça fait plusieurs années, je crois qu'on est à 3 ans. J'ai fait vérifier aujourd'hui où on en était. Le dossier est au niveau de l'État pour le permis de construire. C'est le seul domaine où une ville comme Bourges ne signe pas les permis de construire.
parce que ça concerne l'énergie. Alors, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, dans les DDT, dans les directions départementales du territoire, ils sont en train de réduire complètement le personnel pour toutes les questions de permis de construire. Donc, alors, quand on commence à leur soumettre des questions de permis de construire, ils trouvent toutes les excuses pour repousser les dates, pour repousser les délais. Vous avez les fameuses études d'impact. Une étude d'impact pour mettre quelques panneaux solaires, quand je dis quelques, c'est peut-être un peu plus parce que c'est un terrain, une année. L'étude d'impact, une année, je dis. Donc, si vous voulez, on est sur des sujets, encore une fois, moi qui suis très motivé là-dedans, ça fait plusieurs années qu'on est en train d'essayer de faire du solaire, et le dossier, actuellement, est seulement en train d'essayer de gérer, et on me dit que peut-être en février-mars, il y aura l'inscription du permis de construire. Ça doit faire plus de 3 ans qu'on est là-dessus. Donc, donc comment est-ce qu'on peut motiver les élus? Il faut vraiment qu'il y ait, et la seule raison pour laquelle les élus sont motivés, c'est qu'effectivement, il y a des propriétaires agricoles qui ont un intérêt financier, donc ils viennent trouver le maire, comme vous le disiez, et puis donc que ça avance. Mais sinon, quand on voit les difficultés, on a d'autres choses à s'occuper, on s'en occupe pas. Donc la question, c'est comment faire? Pour répondre à la question qui était posée, c'est comment faire, comment je le ressens aujourd'hui. Je crois que ce qui a été dit par Jérôme Guibert, je crois que la question d'une structure au niveau décentralisation, il ne s'agit pas de décentraliser toute l'énergie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur de RTE, parce qu'il faut faire très attention. La France a un atout considérable par rapport à la gestion de l'énergie qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et il y a des sujets où nous devons absolument impliquer les collectivités locales. Et donc, qu'il y ait une nouvelle structure au niveau régional qui se délègue au niveau, moi je suis tout à fait favorable à ça. Avec 2 idées, je ramènerai ça simplement à 2 idées, 2 objectifs. Premier objectif, extrêmement difficile, c'est quand même d'essayer de simplifier un peu les choses. Mais en France, tout président de la République annonce de la simplification, tout Premier ministre annonce de la simplification, et quand on fait une loi de simplification, on complexifie. C'est notre histoire depuis 50 ans. Et il n'y a pas de. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas évident du tout, parce qu'on met de nouvelles normes, de nouvelles règles en place, qui à chaque fois complexifient les sujets. Moi, qui évidemment a été extrêmement favorable au Grenelle de l'environnement, les conséquences en matière de complexité des dossiers sont évidentes. Et deuxième sujet, alors là, je viens à ce que vous disiez sur la question des taxes, du financement. C'est pas du tout évident. Il va falloir, si on veut coordonner, ramener un certain nombre de taxes justement pour ça, et qu'elles soient coordonnées, mais beaucoup de taxes actuellement servent à d'autres financements. Et comme les collectivités locales ont aujourd'hui, les communes en particulier, des difficultés financières et majeures, il n'est pas question de leur enlever cette partie pour aller ailleurs. Et moi, la partie de la taxe sur l'électricité, elle sert au enfouissement de réseau, elle sert à des choses comme ça, très pratiques dans la gestion de la commune. Mais elles ne pourront pas être pour aider à pousser à des énergies renouvelables. Donc là, il y a une vraie question. La question du financement derrière n'est pas simple du tout. Il faut, à mon avis, effectivement, coordonner, regrouper un certain nombre de taxes qui sont faites. Mais, question. Après, comment faire? Parce que cet argent, il ne faut pas l'enlever aux collectivités locales aujourd'hui qui l'utilisent. Donc il faut vraiment regarder taxe par taxe ce qui se passe. S'il y en a qui servent effectivement à l'énergie, à certaines choses, qu'elles soient, mais les montants sont vraiment regardés. C'est un sujet qui n'est pas simple. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à l'ensemble des questions que vous aviez posées, mais voilà un peu quel est mon état d'esprit. En tout cas, jusqu'à maintenant, je résume, jusqu'à maintenant, les élus locaux, globalement, ne se sentaient pas du tout impliqués, concernés par la gestion de l'énergie, sauf en tant que consommateurs, naturellement. Et là, aujourd'hui, pour les impliquer plus, ça ne va pas forcément être facile, mais la décentralisation peut être un excellent moyen. Bonsoir. D'abord, merci Jérôme pour la note, parce que je vous avouerai à tous que moi aussi, avant de venir, moi je suis une parlementaire, donc je peux parler de tout, à peu près, mais pas trop techniquement et précisément. Donc sur un sujet aussi pointu, parce que c'est un sujet pointu quand même que celui de la décentralisation de la transition énergétique, je suis quand même fait comme toi, j'ai été voir. En particulier, j'ai lu les contributions des NTE, les conclusions du groupe de travail gouvernance, et
effectivement, j'ai vu qu'on n'avait pas tout à fait fini le travail. Donc je pense que le travail a avancé là. C'est une note qui est très, très claire et très fournie. Alors pour essayer de répondre aux questions, d'abord, je pense que quand on pense décentralisation, la transition énergétique, on a tendance à penser tout de suite décentralisation, diversification des sources d'énergie et de la production. Et il faut penser au moins autant décentralisation, transfert aux collectivités locales de la maîtrise de la demande et de la quantité d'énergie consommée. Je pense qu'il faut tout le temps penser les deux à la fois, et on pense souvent tout de suite on dit éolienne, photovoltaïque, etc. De quoi les collectivités territoriales ont besoin? Elles ont besoin qu'on reconnaisse d'abord l'expérimentation. Et moi je suis frappée de la diversité et l'intérêt, l'innovation de ce qui se fait déjà dans les collectivités territoriales en matière de transition énergétique. Jean-François Caron racontait dans sa commune. Moi, je pourrais vous raconter la fameuse commune de Montdidier, dans la Somme, qui est une petite commune, 7000 habitants. La maire de la commune, quand elle a été élue, s'est rendue compte qu'elle avait une régie municipale d'électricité. Elle n'avait pas regardé tout dans sa campagne électorale. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce bel outil, une régie municipale d'électricité? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et avec sa régie municipale d'électricité, elle a construit une politique territoriale, énergétique, qui est fondée sur la diversification des sources d'énergie, éolien, photovoltaïque, réseau de chaleur, bois, et sur la distribution à tous les habitants de sa commune des bénéfices de sa production d'électricité, de la production d'électricité de la commune, et répartition en direction des habitants pour leur permettre d'investir, de financer des travaux d'efficacité énergétique pour un tiers. En fait, tous les bénéfices sont un tiers pour des travaux d'efficacité énergétique pour les ménages, un tiers pour des travaux d'efficacité énergétique pour les bâtiments communaux, et un tiers pour réinvestir dans des nouvelles sources d'énergie pour la commune. Donc elle a un schéma qui est assez idéal. Il est idéal surtout d'un point de vue démocratique. Parce que moi je suis élue en Picardie, c'était évoqué tout à l'heure par mon voisin, c'est Picardie, terre d'éoliennes. Je vis aussi les difficultés dans un certain nombre de communes liées à l'implantation des éoliennes. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand le projet, et c'est un projet capitalistique, privé, dont les habitants ne voient en rien en quoi l'implantation de 3 éoliennes dans leur commune peut les concerner et les impliquer dans la transition énergétique, alors là, il n'y a que l'éolienne qui défigure la plaine betteravière, ce qui n'est pas toujours le cas quand même en plus, et la résistance est grande et on s'organise, etc. Quand ça apparaît dans un projet de service public de la transition énergétique, quand, non pas qu'il y ait une redistribution des bénéfices au sens intéressé du terme, mais une redistribution collective de ce qui se passe, là, ça marche. Et donc, je pense qu'on a une question qui est démocratique, une question qui est sociale et une question qui est de vision collective pour que pour que les projets de transition énergétique puissent se mettre en place. Je pense à Montdidier, mais je vois quand même dans les régions, Jérôme, tu évoquais tout à l'heure la région Rhône-Alpes qui vient de créer un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables, mais qui quand même donne comme finalité, qui rappelle la finalité de la région Rhône-Alpes, qui est divisée par 4 les consommations d'ici 2050. En région Picardie, on vient de mettre en place un service public d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'avec le guichet unique, ce que l'Île-de-France fait avec un tiers financeur et une structure publique-privée, nous on le fait au niveau public. Donc il y a déjà énormément de choses qui se font dans les collectivités. Ce qu'il faut, c'est que les élus qui portent ça aient un peu la foi. Faut qu'ils vibrent pour ce qu'ils font. Ça ne peut pas être un chapitre supplémentaire dans le cahier des compétences. C'est pour ça que moi, j'en pense plutôt pour l'expérimentation, tous les moyens juridiques, légaux de l'expérimentation,
avec la possibilité de mettre en place des outils. Et effectivement, une des questions principales, c'est celle de la maîtrise de l'outil de distribution. Et donc, tout ce que j'évoquais il y a un instant sur la régie. Ce que je souhaite dire aussi, c'est que, attention, nous ne pensons pas que la transition énergétique est un sujet consensuel. Nous, on en parle entre gens qui pensons qu'on est tous d'accord, on a tout compris aux enjeux climatiques, et on sait que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est pas vrai. C'est pas consensuel. Il y a des intérêts économiques en jeu qui sont des intérêts économiques contradictoires. Ou si la transition énergétique a un volet consensuel, c'est le volet production d'énergie autour des énergies renouvelables. Parce qu'on peut concevoir la production d'énergie renouvelable comme venant s'ajouter au volume de production déjà existant. Mais où il y a quand même un débat, c'est autour de la question de la maîtrise de la demande d'énergie. Et est-ce qu'on vraiment on veut, dans les 40 ans qui viennent, réduire notre production et nos consommations d'énergie? Et là, on a quelque chose qui n'est pas consensuel. C'est la première remarque. Donc il faut... La bataille culturelle sur la transition énergétique n'est pas gagnée. Et j'ai comme un sentiment en ce moment qu'il faut être très vigilant. Voilà, l'air du temps ne me paraît pas nous être totalement favorable. Ce qui se passe autour de l'écotaxe, si c'était possible de ne pas tweeter ce que je dis en même temps que je le dis, ça m'arrangerait parce que voilà, je préfère le dire parce que sinon on ne peut plus rien dire dans les réunions. Tout est toujours immédiatement. C'est un vrai sujet. En temps réel, tweeter en 140 caractères, et je tweete, donc je sais pourquoi je le dis, mais c'est la question de l'écotaxe. La suspension était la seule chose que pouvait faire le gouvernement la semaine dernière, mais tout le climat qu'il y a autour de la question du financement, de l'alternative à la route, du coût environnemental des transports n'est pas partagé dans le pays. Et j'entends autour de moi que pour un certain nombre de responsables politiques, d'acteurs économiques, la suspension en Bretagne est une première étape vers la suppression de tout ce qui ressemble de loin à une fiscalité écologique. Donc il faut qu'on aborde nos sujets, et celui de la décentralisation de la transition énergétique, non pas comme étant une décentralisation administrative, technocratique, mais comme étant le seul moyen de mettre les questions énergétiques entre les mains de ceux qui tiennent l'avenir, qui sont les usagers de l'énergie, usagers impliqués dans la maîtrise de la demande et dans la réduction de leur propre consommation, et impliqués aussi dans les choix du bouquet énergétique que les collectivités locales dans lesquelles ils sont peuvent développer. Mais si on rate ce rapport au peuple collectif, c'est-à-dire au peuple qui a un projet et une vision de son avenir énergétique parce qu'il a une vision de sa planète, et le peuple comme somme d'individus eux-mêmes impliqués dans la maîtrise de leur propre consommation comme les consommateurs, si on rate cette double approche des individus et du peuple, on ratera probablement les étapes importantes de la transition énergétique. Merci beaucoup. Avant de donc, très rapidement, pour ça disait, je pense qu'il y a eu énormément de choses très intéressantes qui ont été dites. Les premières, je dirais, on voit bien qu'on parle de changement de modèle, on parle de passage uniquement vision productive à une vision maîtrise de la demande aussi, donc ces questions-là se rajoutent. On voit la question du financement, on est dans un endroit, vous l'avez dit, M. Lepelletier, où les taxes sont utilisées pour d'autres choses, donc il ne s'agit pas de retirer des taxes, mais de voir comment est-ce qu'on modifie le modèle de financement pour changer un système sans, en effet, on va dire de manière positive. On voit aussi, Madame Michel l'a bien rappelé, qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur, alors on est certainement d'accord dans cette salle, mais de manière générale avec, au niveau de la société, sur les mesures à prendre. Donc je vous remercie pour tous vos apports, et je pense que je vais donc passer le micro à la salle, et je pense qu'il est le temps de prendre peut-être 4 questions, 3-4 questions dans la salle, donc allez-y, qui souhaite prendre la parole. Monsieur Saint-Clément. Simplement, voilà. Monsieur derrière vous et après vous. J'ai la parole. Allez-y.
Merci. Pascal Sokol, directeur général de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, qui regroupe la majorité des autorités organisatrices de la distribution d'énergie aujourd'hui, essentiellement des syndicats d'énergie, mais également des intercommunalités à fiscalité propre, voire des communes isolées. Je voulais tout d'abord remercier la Fabrique écologique d'avoir créé les conditions de ce débat qui m'a paru tout à fait passionnant, et plus généralement d'avoir créé les conditions d'une transversalité transpartisane, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui me semble de nature à faciliter le passage au pragmatisme qui est indispensable si on veut vraiment progresser sur la voie de la transition énergétique. Alors, je voulais faire juste une observation et poser peut-être deux questions, deux problématiques. Une observation sur la question de la maille territoriale à laquelle on doit situer les compétences. Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans le débat ou dans le document, par exemple, la question de la solidarité. La solidarité, elle ne va pas être absente du débat sur la transition énergétique. Pour nous, c'est presque une condition sine qua non de la réussite de cette transition. Elle existera si elle se fait dans la solidarité territoriale. Ça pose la question de la masse critique territoriale. Effectivement, il faut décentraliser, mais dire qu'on décentralise, ça ne suffit pas. Quelle décentralisation, jusqu'où on descend, et on est assez séduit, nous, par rapport à la note que vous avez diffusée, par l'idée que, alors vous évoquez le niveau régional, en tout cas un niveau quand même suffisamment élevé et probablement très pertinent pour porter un certain nombre de ces sujets. Je vais rebondir d'ailleurs sur le cas de la régie Montdidier qui vient d'être évoqué par Madame la sénatrice, qui fait des choses passionnantes. Montdidier, il y a d'autres régies qui font des choses passionnantes. Roquebillière tient beaucoup l'actualité en ce moment. Simplement, il faut avoir en tête que ces entreprises locales de distribution, elles sont dans un contexte d'économie administrée tout à fait spécifique, tout à fait spécifique, qui a été organisé par la loi de nationalisation de 1946. Et je ne suis pas certain que ce qu'on peut faire de manière expérimentale et de façon extrêmement intéressante à Montdidier ou à Roquebillière soit réplicable demain à grande échelle sur l'ensemble du territoire français. Je crois qu'il faut le dire, il y a un côté laboratoire qui doit être observé, mais il ne faut pas extrapoler brut de décoffrage ce qu'on peut observer sur ce genre de territoire. Alors, les deux questions. Dans le document, on évoque beaucoup, finalement, l'arrimage entre le national porté par ERDF et le local, notamment les régions. Donc il y a des lignes de partage à mettre derrière ça. Moi, je n'ai pas tout à fait bien compris la ligne de partage sur la maîtrise d'ouvrage. Je vais l'avouer, alors j'ai lu rapidement le document tout à l'heure, mais d'ailleurs vous l'avez repris tout à l'heure, en indiquant qu'il y avait une sorte de socle, c'est vous que vous avez utilisé, de socle qui incomberait à l'ERDF pour la compétence sur le réseau, et puis que, par exemple, les nouvelles sociétés régionales ou locales, elles porteraient une sorte de valeur ajoutée ou de couche supplémentaire. Mais j'avoue que pour moi, je n'ai pas bien compris, la ligne de démarcation entre ces deux domaines de compétences ne me paraît pas tout à fait claire. Tout à l'heure, au cours du débat, d'ailleurs, on m'a à juste titre signalé que les réseaux appartiennent toute propriété aux collectivités territoriales, vous l'avez dit, Monsieur le ministre. Que deviendra la propriété des collectivités dans ce genre de scénario? Alors, ce n'est pas une question uniquement patrimoniale, évidemment, elle est fondamentale, mais c'est aussi une question pour nous de gouvernance. Parce que derrière le droit de propriété, il y a un droit de regard du propriétaire sur ce qu'on fait de son réseau, et la question de la gouvernance, c'était la deuxième question que je voulais évoquer. Dans le document, on évoque légitimement le maintien de l'ERDF, on y est attaché, d'autres formes d'opérateurs, sociétés régionales ou locales, vous évoquez diverses hypothèses, sociétés d'économie mixte, SPL, établissements publics, etc. Mais la question que je vais poser, c'est quelle gouvernance, c'est-à-dire quel pourrait être le rôle des collectivités concrètement dans la gouvernance de ces entités, y compris d'ailleurs de l'ERDF. Est-ce qu'on doit faire rentrer les représentants de collectivités des élus dans la gouvernance de l'ERDF? Accessoirement, entre guillemets, quel serait le lien entre l'ERDF et sa maison mère, EDF? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça qui me semblent devoir continuer à être approfondies, et je trouve que le document est une bonne base de réflexion. Merci beaucoup. On va prendre des questions et faites-les courtes, s'il vous plaît, pour laisser le temps à notre panel de parler.
Oui, bonjour, Joël Climate Leader et surtout cycliste. Alors moi, j'ai un petit souci dès qu'on parle de transition énergétique, c'est qu'en général, 80% du débat, c'est la transition électrique. Alors, si on parle d'énergie carbonée, le problème, il n'est pas, en France en tout cas, il n'est pas vraiment dans l'électricité. On a beaucoup plus de problèmes sur le transport. Le chauffage, on en a parlé, mais de façon marginale. Un tout petit peu sur l'écotaxe, mais vraiment, le cœur du débat devrait être centré sur l'empreinte environnementale, ce qui est le danger selon les scientifiques, et la réduction de l'empreinte environnementale et la réduction donc des émissions de carbone. 56% de l'empreinte environnementale de l'humanité, c'est le carbone, il me semble, quelque chose comme ça. Et on se focalise sur, tiens, l'électricité, comment on fait? Voilà, donc... Monsieur. Oui, Daniel Delange, je suis ingénieur du pont des eaux et forêts, mais j'ai travaillé la plupart de ma carrière auprès des collectivités locales que je connais bien. Donc j'avais 3 questions, observations, mais 2 ont déjà été évoquées par les intervenants précédents, donc je me limiterai à la 3e, qui est la référence que vous faites dans la note au modèle RFF-SNCF pour les TER. Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes dans la salle utilisent régulièrement les TER. Je ne suis pas sûr que le modèle soit forcément à promouvoir pour l'énergie. Je pense que si la distribution d'énergie fonctionnait comme fonctionnent les TER aujourd'hui, ça susciterait beaucoup de récrimination de la part des utilisateurs. On peut rappeler d'ailleurs qu'un rapport, il y a quelque temps, a préconisé de revenir sur la séparation entre RFF et la SNCF pour la gestion du réseau. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur la reproductibilité et l'intérêt de ce modèle. Alors effectivement, avec le transfert de la gestion des TER aux régions et des investissements qui ont été faits par les conseils régionaux dans les nouvelles rames de TER, c'est beaucoup plus confortable pour les passagers. C'est heureux puisqu'en général ils y passent aussi beaucoup plus de temps puisque les TER ont assez régulièrement des retards. Donc ça serait gênant, me semble-t-il, si le système électrique fonctionnait comme fonctionne les TER aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire répondre maintenant. Encore une fois, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être qu'on va prendre Monsieur Oui. Oui, bonsoir, je suis Alain Tan, je suis le président du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable. Et il y a été pas mal de questions ce soir de la transition énergétique et aussi des autres facteurs, autres que les facteurs comme déterminants financiers, etc. Et aussi question de pédagogie en fond. Et j'aimerais savoir, j'ai une question plus par rapport à la fabrique écologique en fait, plutôt que par rapport à la transition énergétique. J'aimerais savoir si la fabrique écologique a prévu de se positionner sur ces questions de pédagogie et de faire œuvre de pédagogie. C'est tout à fait notre objectif. Tout à fait notre objectif. On essaye de le faire sur, comme ça a été dit, sur des sujets qui sont compliqués. Donc, c'est pas toujours simple, mais on essaye de le faire. Un mot sur les questions qui ont été posées pour ne pas allonger le débat, parce que cette note est là pour ouvrir le débat. On ne prétend pas avoir la vérité sur tout. Sur le premier point qui est sur le socle et la propriété, notre idée est très simple et je crois que c'est une idée au bout du compte assez riche, me semble-t-il. Aujourd'hui, vous avez un partage d'investissement dans la distribution de 3/4 pour ERDF et 1/4 pour un certain nombre de collectivités locales en zone rurale. Il y a d'ailleurs une péréquation tarifaire, mais il n'y a aucun engagement précis sur la qualité. Et chacun sait bien que la qualité en zone rurale de l'électricité est moins forte en zone urbaine. Bon, donc l'égalité, la solidarité, elle est sympathique dans certains domaines, mais elle n'est pas complète. Notre idée est plutôt que ERDF soit chargé de l'ensemble du socle, ce que j'appelle le socle, en effet, ce qu'on appelle le socle dans la note de distribution, c'est-à-dire l'évolution du réseau de distribution, sa modernisation, mais que par contre les collectivités soient spécifiquement chargées de l'adaptation, et donc les autorités organisatrices et puis les sociétés régionales et locales, de l'adaptation du réseau de distribution à la programmation qu'elles font elles-mêmes de l'évolution sur leur territoire des énergies décentralisées. Dans une négociation avec l'ERDF où elles prendraient en charge financièrement. Ça nous paraît extrêmement important parce que la décentralisation, c'est aussi la responsabilisation. Et on ne peut pas, à notre avis, confier des responsabilités supplémentaires sur le développement des énergies décentralisées sans qu'en même temps,
la même collectivité se préoccupe aussi de l'adaptation du réseau au développement des énergies décentralisées. Si on ne fait pas ça, c'est très simple, en effet, les initiatives sont en train de se prendre, elles vont se développer dans le désordre, et on aura un réseau qui progressivement sera de plus en plus inadapté par rapport, ou en tout cas dont l'adaptation coûtera de plus en plus cher par rapport à l'évolution et de l'augmentation des énergies décentralisées. Donc il y a vraiment intérêt à réconcilier ces deux responsabilités. C'est l'idée de la note, je pense qu'elle est assez riche, on peut la discuter, ensuite on peut ne pas être d'accord, bien entendu, hein, mais c'est une idée, je pense, assez riche. Sur le modèle, sur l'idée du TER, je vous quand même vous rappeler, je ne partage pas le diagnostic que vous faites sur les TER, parce qu'avant le TER, je peux vous dire heureusement que les régions sont investies dans les TER. Hein, parce qu'avant l'intervention des régions sur les transports régionaux, c'était totalement catastrophique. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations de fait, même si ce n'est pas idéal. S'agissant, je ne porte aucun diagnostic et aucun jugement sur la séparation par contre RFF et SNCF, ce n'est pas le sujet, ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose nous. Mais par contre, l'idée que les régions, dans le transport régional, ont investi fortement depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans pour améliorer le système, certes, ce n'est pas idéal, mais je pense que c'est une idée sur laquelle chacun peut constater le diagnostic, même s'il y a encore beaucoup à faire. On le sait bien. Voilà, j'ai répondu sur les deux, je m'excuse, j'étais pas rapide sur les 2-3 points. S'agissant de la propriété, il n'est pas question de notre esprit de modifier la propriété qui existe aujourd'hui des réseaux. Voilà. Je passe la parole. Je vous ai peut-être sur la place des collectivités dans ce scénario. Vous avez certainement des choses à dire. Peut-être un mot de conclusion pour chacun. Alors, juste un petit mot par rapport aux questions sur deux sujets qui ont été évoqués. La question de la gouvernance. Moi, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Mme Rossignol. C'est vraiment la gouvernance des collectivités locales. Ça doit être évidemment dans la question pour favoriser un certain nombre d'énergies, notamment des énergies renouvelables, de pouvoir investir et de pouvoir le faire, mais aussi de pousser, d'aider, de contribuer à une moindre consommation des ménages, des habitants, des entreprises pour le faire. Les collectivités locales, là, par le lien qu'elles ont de proximité, peuvent mieux, quelquefois, ou peuvent en tout cas y contribuer souvent mieux que des façons globales, de manière globale. Donc ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, au fond, pour le consommateur, c'est surtout les questions fiscales, les abattements fiscaux qui peuvent avoir lieu, mais il peut y avoir aussi des aides, des contributions qui peuvent venir des collectivités locales. Et là, je crois que c'est important, donc les deux sont essentiels. Deuxièmement, sur la question qui a été évoquée en disant, on a surtout parlé de transition énergétique par rapport à l'électricité. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les deux émetteurs, vous avez raison d'évoquer cette question, puisque les deux gros émetteurs de CO2, c'est d'abord les bâtiments et c'est d'abord les transports, qui ne sont pas forcément à base d'électricité en tant que telle. Et là se posent deux questions en fait. Il y a d'abord le fait que pour les bâtiments et pour les transports, on va s'en sortir de moins consommer d'énergie, c'est-à-dire d'avoir des bâtiments isolés, c'est exactement ce qu'on est maintenant avec des bâtiments basse consommation neufs, mais il faut le faire aussi dans la rénovation des bâtiments, donc il y a de vraies mesures à prendre là. Et puis dans le transport, effectivement, que les voitures, les camions consomment moins, et que peut-être ils soient poussés également vers une énergie moins émettrice de gaz à effet de serre, qui peut passer par l'électricité, notamment grâce aux énergies renouvelables. Enfin, il y a aussi le nucléaire, alors là c'est un autre débat, mais en tout cas, les questions des énergies renouvelables peuvent y contribuer. Donc l'électricité est quand même au cœur de tout, avec ce qu'on peut faire par ailleurs pour moins émettre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne sais pas. Sinon, je pense que je passe la parole à M. Liette pour conclure la soirée. Et que, bien sûr, je vous remercie d'être venu. Bon, bah, écoutez, c'est le moment le plus agréable maintenant pour moi, évidemment, c'est de vous inviter à descendre à l'aquarium. Alors, en un mot, qu'est-ce que nous cherchons, nous, à faire à l'aquarium dans le domaine de l'écologie? Bon, ce n'est pas notre domaine de compétence de parler de transition énergétique. Nous nous concentrons sur les problèmes de biodiversité. Donc, nous souhaitons que l'aquarium soit un lieu de découverte de la biodiversité aquatique tropicale. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et une fois que les gens ont pu découvrir cette biodiversité, évidemment qu'ils apprennent à l'aimer, et donc avec encore à l'air la notion de protection. Donc c'est ça vraiment notre cœur de métier.
En dehors de la visite de l'aquarium, on a des compléments, donc un site internet sur lequel on a développé une rubrique biodiversité, et depuis Nagoya, donc on traite les 4 items qui à Nagoya font partie donc, des 20, mais appliqués au milieu aquatique. Et donc là, les visiteurs peuvent trouver des liens vers un certain nombre de partenaires où ils peuvent acquérir les informations souhaitables. Nous avons également la possibilité de faire des expositions temporaires, et là je vous indique que nous allons inaugurer jeudi, donc 18h, ceux d'entre vous qui voudraient nous rejoindre seront évidemment les bienvenus, donc une exposition sur la biodiversité marine de l'île de la Réunion. Alors on parle beaucoup des requins à l'île de la Réunion à l'heure actuelle malheureusement, donc là nous parlons des beautés de la biodiversité marine, et donc c'est un autre aspect évidemment que nous traitons. Et puis en complément, nous avons la possibilité d'organiser des séminaires. Et là encore, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à nous rejoindre la semaine prochaine, le 14 et 15 novembre, avec l'Éducation nationale. Nous organisons un séminaire sur la biodiversité, où les grands noms de la biodiversité seront présents. Donc vous aurez accès au programme pour ceux d'entre vous qui peuvent se libérer pour tout ou partie, bien entendu, de ces 2 journées. On serait très très heureux de vous accueillir. Donc j'espère que vous allez avoir plaisir à découvrir la biodiversité aquatique tropicale à l'aquarium, et puis que ce soit un moment de convivialité autour d'un verre. Merci pour votre accueil, merci à nos invités, et puis donc c'est l'heure des réjouissances.